Et on est en direct. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine et tout ça. Merci Explains pour le Prime. Bon retour, donc vous l'entendez, on est en français ce soir avec une interview en français. Pas d'un député européen, on reste un peu sur la tendance d'aller en dehors du Parlement ces derniers temps avec cette fois un invité, bien entendu, parfaitement intéressant, puisqu'il est journaliste. Donc notre invité de ce soir, c'est Jean Comte, qui est journaliste donc français, à Contexte, donc qui est un journal spécialisé un journal numérique, hein, c'est uniquement en ligne, qui est spécialisé sur le suivi des politiques publiques et notamment particulièrement sur les politiques européennes. Et de mon point de vue perso, je dis pas ça parce que j'ai un invité de Contexte, je considère que Contexte c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure couverture francophone en matière de politique européenne, et j'irais facilement top 5, toutes langues confondues. Donc un de mes grands regrets quand je suis parti du Parlement, c'est que j'avais plus Contexte. Donc Jean Comte, qui est journaliste à Contexte depuis 2017, il suit particulièrement tous les sujets qui sont liés, on va dire, à la machine institutionnelle européenne, le lobbying, la transparence, etc. etc. Et en 2023, il a publié un livre qui s'appelle Au cœur du lobbying européen, où, comme son nom l'indique, il enquête sur le poids des lobbies dans l'Union européenne et pourquoi est-ce que ces lobbies sont influents. Donc voilà, vous avez compris, on va parler de transparence, on va parler de métier de journalisme, de contexte et de lobbying, bien évidemment. Avant qu'on se lance, petit rappel de comment ça va se passer. Donc notre invité va rester avec nous pendant 1 heure à peu près, après quoi il ira profiter du reste de sa soirée. Vous devrez rester avec moi pendant 30-40 minutes pour débriefer l'interview, discuter de questions supplémentaires que vous pourriez avoir, des trucs qui nécessiteraient des explications supplémentaires, etc., ou juste papoter, hein, on peut aussi faire ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai préparé mes questions, comme d'habitude. Vous pouvez poser vos questions et réagir dans le chat, c'est fait pour ça, je garde un œil là-dessus. Bien entendu, faites ça dans le calme et la bonne humeur, comme d'habitude. Hein, ça se passe toujours bien, ne changeons pas les bonnes habitudes. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la petite introduction, et je vous propose qu'on se lance. Bonsoir Jean Comte, Bonsoir. merci à vous d'être avec nous ce soir. Alors, vous m'avez entendu faire ma petite introduction pour vous présenter vous et contexte. Est-ce que, avant qu'on se lance dans le cœur de l'interview, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez ajouter avant qu'on se lance? Non, pas spécialement. Eh ben écoutez, c'est parfait. Pas spécialement. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être là. Ah, Et voilà, allez-y. Très content de vous avoir, parce que vous êtes on en parlait juste un petit peu avant. Vous êtes un peu une légende, vous êtes un peu devenu une forme de légende. Hein, on en parlait. J'ai fait de quelques mèmes sur vous et la passion supposée sur la comitologie. Hein. La comitologie, c'est un truc typiquement bruxellois, et à un moment vous étiez présenté comme étant un expert de comitologie. Donc du coup, ma question maintenant, c'est est-ce que vous êtes vraiment un expert comitologie, ou est-ce que c'est un peu pour la provoque que vous dites expert en comito? Je suis pas un vrai expert en comitologie. D'ailleurs, je ne me dis pas expert en comitologie. Je fais juste des blagues sur Twitter sur la comitologie. Ça Euh, marche aussi. Bienvenue au club. Non, je ne suis pas vraiment expert de la comitologie. C'est juste que c'est parti de ces termes qui sont très propres, je trouve, à l'écosystème bruxellois. Ça veut dire qu'à Bruxelles, tout le monde entend le mot comitologie, tout le monde sait à quoi ça réfère plus ou moins, mais hors de l'Union européenne, c'est complètement inconnu. C'est comme quand on dit études d'impact, consultation interservices, des choses comme ça. Dans Bruxelles, Coreper, Mertens, dans Bruxelles, ça parle à tout le monde, mais en dehors, pas du tout. Et par ailleurs, c'est comme technique la comitologie, c'est un comité. Donc je trouve que c'est un mot qui essentialise bien le côté technique de l'Union européenne, puisque le comité, voilà, c'est technique. Et du coup, question justement dans le chat, c'est quoi la comito? Alors en bref, en résumé, parce que je suis pas un spécialiste, Ouais, bien sûr. en gros, c'est une procédure législative qui permet de prendre des décisions à des niveaux infrajuridiques. Ça veut dire, en gros, c'est un petit peu comme l'équivalent des décrets en France. En France, on fait une loi, et une fois qu'il y a la loi peut autoriser le gouvernement à faire un décret, donc après à décider quelque chose d'autre dans un cadre prévu par la loi. En gros, dans l'Union européenne, c'est pareil. Quand on fait des règlements de directives, quelquefois, on ne peut pas tout décider dans le corps du règlement de directives, c'est trop compliqué. Et donc, les co-législateurs, dans ce texte, conviennent de renvoyer à la Commission européenne, de renvoyer à autre chose, en autre instance, une décision sur un sujet un peu infra, plus technique. Et donc, l'une des méthodes pour ça, c'est la comitologie, où en gros, la Commission européenne prend une décision, mais qui doit être approuvée par des comités d'États membres, selon différentes règles un peu techniques. Voilà.
C'est une procédure extrêmement technique. Il y en a des tonnes de procédures prises de décisions prises par comitologie qui sont en général pas très visibles parce que c'est assez technique, personne s'y intéresse, tout ça. Et en fait, c'est un peu arrivé dans l'arène médiatique il y a quelques années avec le glyphosate. Oui. Puisqu'en gros, donc ce pesticide qui est accusé d'être toxique, mais qui est très utile pour nombreux fermiers, je comprends, en gros, était autorisé, mais la prolongation de l'autorisation devait se faire par la comitologie. Et comme c'est un peu technique, la comitologie, comme c'est un peu byzantin, en gros, les États membres on décide pas de prendre de décision, de renvoyer la. Et donc, dans ce cas-là, c'est la Commission européenne qui décide, c'est la procédure. Et donc, la Commission européenne a décidé, et après, c'est beaucoup fait accusé par tout le monde d'avoir prolongé le glyphosate. Ouais, en gros, Voilà. les États membres ont un peu jeté la commission sous le bus en disant de prendre la décision qu'eux-mêmes C'est assumaient pas ça, c'est nécessairement. un peu ça, c'est un peu ça. Alors pour l'anecdote, après ça, la Commission européenne a décidé de réformer la procédure de comitologie. Elle s'est dit, bah, en fait, si nous on se prend des, si après on se fait avoir et c'est nous qui se faisons critiquer, il faut réformer la procédure. Donc elle a mis sur la table en 2017 une proposition de réforme de la procédure de comitologie. Euh, et ça n'a pas avancé du tout. Parce que la réforme de la procédure elle-même, c'est la codécision, donc Parlement et Conseil. Le Parlement européen est plutôt content de réformer la comitologie. Il trouve que c'est pas très transparent, pas toujours très politique, donc très bien. Mais le Conseil trouve que ça marche très très bien, la comitologie. On prend plein de décisions qui marchent très bien. Que quelquefois, si la Commission européenne se retrouve avec l'espèce de responsabilité pour certaines questions brûlantes, c'est pas plus mal. Et donc les États membres n'ont même pas regardé le texte, n'ont rien fait du tout. Et donc, ça n'a absolument pas. La réforme de la comitologie, c'est encore plus une blague que la comitologie. C'est complètement bloqué depuis toujours. D'accord, ouais. Voilà. Donc c'est un truc qui est condamné à être au frigo pendant un bon bout de temps. Bon, il y a des chances. Après, dans l'Union européenne, ça arrive que les textes restent pendant des années entières coincés. La transparence fiscale, l'égalité homme-femme dans les conseils de direction, ça reste coincé des Ouais, années. Et puis un jour, c'est ça vrai. se débloque. Donc, on sait jamais. Peut-être que dans 5 ans, c'est On possible. verra, on verra. On a le temps pour ça. Bon, on a un peu commencé sur les chapeaux de roue, hein. D'entrée de jeu, on a assommé les gens en Oui. direct avec de la comito. On va redescendre un petit peu la tension quand même. Commençons par vous. Donc voilà, vous êtes journaliste, vous couvrez les questions européennes ici à Bruxelles. Alors moi je dis Bruxelles, je dis ça à Bruxellois, je dis pas comme un bon français on va dire Bruxelles. Qu'est-ce qui vous a décidé en fait à couvrir les questions européennes en tant que journaliste? Eh bien, je trouvais que c'était assez complexe, intéressant et assez fascinant. En gros, donc, je voulais être journaliste. J'étudiais pour cela. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait un master en Belgique et que j'ai un peu découvert l'Union européenne. Et en fait, j'ai trouvé que c'était assez fascinant parce que c'était à la fois un lieu de pouvoir assez important. Il y a beaucoup de décisions qui s'y prennent qui sont très importantes. Mais c'est aussi un écosystème qui est encore un peu en cours de construction. Ça veut dire que bon, les institutions françaises, ça fait des années qu'elles sont en place et qu'elles marchent, et voilà. Et donc, il n'y a pas tant de nouveautés quelque part. L'Union européenne, c'est comme un système qui est sous sa forme actuelle, hein, donc ça a commencé il y a longtemps, mais il y a quand même beaucoup de changements de traités. Et la forme actuelle est encore assez récente, par exemple. Et donc, il y a encore beaucoup de fonctions, beaucoup d'organes qui ont été inventés il n'y a pas très longtemps. Et donc, dont la fonction exacte, le rôle exact évolue encore beaucoup. Regardez la présence du Conseil européen, donc c'est la personne qui préside les réunions des chefs d'État et de gouvernement. Il n'y en a que trois pour l'instant. Il y a eu Herman Van Rompuy, Donald Tusk et maintenant Charles Michel. Et donc c'est une fonction qui est définie de manière assez large par les traités. Il n'y a eu que trois occupants, à chaque fois dans un contexte politique très différent, et donc chaque occupant l'occupe très différemment. Et donc pour l'instant, l'institution, la fonction exacte n'est pas forcément très, très claire, très établie, parce qu'il n'y a que trois personnes qui l'ont occupé, et les trois personnes l'ont occupé de manière très très différente. Le haut représentant pour les affaires étrangères, qui est un peu le ministre des Affaires étrangères, bah, c'est pareil, il n'y en a eu que trois, et donc le style de la personne, le mouvement politique, change beaucoup à chaque fois. Et donc c'est encore un univers, je trouve, enfin ce que je disais à l'époque, mais c'est encore vrai, je crois, où beaucoup de choses évoluent, beaucoup de choses se créent, euh, beaucoup de choses sont encore stabilisées et aussi beaucoup de choses importantes se décident. Voilà, Et, ce qui m'intéresse encore. et du coup, est-ce que la politique européenne, c'est quelque chose qui est plus facile, plus difficile à couvrir en tant que journaliste par rapport à la politique nationale, indépendamment de Ouais. l'audience, hein, je veux dire la taille de l'audience, est-ce que les gens parlent plus facilement aux journalistes à Paris, à Bruxelles, comment vous voyez ça? Alors je sais pas très bien, j'ai pas beaucoup bossé à Paris, donc j'aurais du mal à comparer. À Bruxelles en général, il y a quand même beaucoup d'interlocuteurs, dont beaucoup qui veulent parler, donc non, c'est pas spécialement. Enfin, parler à des gens, avoir des informations, c'est pas forcément très 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 compliqué. Après, c'est compliqué, je trouve à Bruxelles, c'est que bah, politique européenne, c'est un mot un peu flou en fait. C'est que ça peut être la politique de l'Union européenne en tant que telle, donc vraiment ce qui se passe à Bruxelles, entre les institutions européennes, ou ça peut être la politique du continent européen, vous voyez? Et Hmm. dans ce cas-là, ça implique aussi les élections nationales, les rapports de force nationaux. Et en fait, à Bruxelles, on se couvre un peu les deux à la fois.
Ce qui est compliqué à Bruxelles, c'est qu'à la fois, il se passe beaucoup de choses à Bruxelles, avec le Parlement européen travaille surtout à Bruxelles, un peu à Strasbourg, la Commission européenne est à Bruxelles, le Conseil de l'Union européenne se réunit majoritairement à Bruxelles, donc les institutions sont là, le travail se fait là, mais en même temps, tout ce qui est fait à Bruxelles dépend énormément de ce qui se passe dans les États membres. S'il y a un changement de gouvernement en Allemagne, en Italie, en France, ça impacte directement les marges de manœuvre à Bruxelles, ce qu'on peut faire sur l'union bancaire, sur la réforme du système migratoire, des choses comme ça, par exemple. Et donc, pour suivre la politique européenne, il faut à la fois être à Bruxelles et suivre les institutions européennes, mais il faut aussi suivre en fait beaucoup ce qui se passe dans les États membres, de très très près, voire quelquefois dans les États autour des États membres, vous voyez. Euh, Ce qui est un peu particulier aussi, je trouve, alors je sais pas à quel point c'est différent ou pas de la France, mais c'est que c'est à la fois très politique et très technique. Très technique parce que toute l'Union européenne a un mécanisme juridique. C'est construit par des textes, par des traités. Tout ce que fait l'Union européenne, c'est défini très bien par des textes. Et l'Union européenne agit par des textes aussi. Son pouvoir, c'est de faire des réglementations. Donc des textes, des directives, des règlements. Et donc pour ça, il y a plein de choses, des choses techniques. Il y a la conférence des présidents au Parlement européen, la conférence des présidents de commission, il y a la comitologie. Et donc le nombre d'organes avec des noms techniques et des choses techniques est très important. Et les procédures, ça compte, tout ça, ça compte beaucoup tout ça. Mais en même temps, ça reste très politique aussi. Parce qu'à la fin, il y a la Commission européenne, dirigée par 27 commissaires européens, des hommes politiques. Le président du Conseil européen, c'est toujours un homme politique. Il y a les chefs d'État, les ministres qui viennent ici. Et donc à la fois, c'est à la fois très technique et très politique, je trouve. Il y a une très forte importance des mécanismes, des organes, voilà, des processus, mais à la fin, c'est aussi très, très politique, quoi. Voilà. Mais justement, sur cette dimension politique de l'Union européenne, souvent on perçoit ça comme étant c'est très technique, c'est un truc de techno, de technocrate, etc. Et à côté, bah, ça a été surtout lancé pendant la commission Juncker, donc la commission précédente, il y a une continuité maintenant, c'est l'idée de la commission politique. L'idée que Ouais. voilà, on n'est plus dans un truc qui est uniquement intéressé à Bruxelles, la petite bulle européenne, et qui ne parle pas, qui ne parle pas extérieur. Maintenant, il y a une volonté de la bulle, au moins de la commission européenne d'aller au-delà de ça. Est-ce que c'est quelque chose qui s'observe en pratique ou qui est, on va dire un discours qui derrière ne veut pas ne se traduit pas dans la réalité. Alors moi, j'ai commencé à travailler à Bruxelles même au début de la commission Juncker. Donc j'ai pas forcément énormément de distance par rapport à ce qui s'est passé avant. Euh, je pense pas non plus qu'on puisse dire que Juncker était le premier à vouloir être politique non plus. Euh, Mais c'est le premier à l'avoir revendiqué ouvertement. Enfin, lui, il avait vraiment dit ma Ouais, commission, c'est il une l'a commission revendiqué politique. très ouvertement. C'est vrai que lui arrivait en étant avant Premier ministre luxembourgeois, était très soutenu par les chefs d'État, parce qu'il avait, en tant que Premier ministre luxembourgeois, il avait beaucoup siégé au sein du Conseil européen, il connaissait très bien les chefs d'État, les chefs de gouvernement, tout ça, il était très légitime pour ces gens-là, vous voyez. Les chefs d'État, le gouvernement, ils travaillaient avec lui, ils le considéraient comme quelqu'un de légitime. Et donc, quelque part, ça lui donne plus de marge de manœuvre, ce qui n'était pas le cas spécialement, qui est moins le cas de von der Leyen. Il était bien élu, il a une bonne majorité. Euh, En fait, ce que lui a beaucoup fait, c'est qu'il a beaucoup assumé l'idée d'avoir des priorités précises très claires. Dès sa campagne, il disait, voilà, j'ai 10 points pour l'Europe, il y a l'investissement, il y a la réforme du système migratoire, il y a gérer un nouveau deal avec le Royaume-Uni. Euh, et il gérait beaucoup l'idée de dire, voilà, mes commissaires, j'ai pas 27, à l'époque, donc 27 commissaires plus lui, parce que le Royaume-Uni était encore là, j'ai pas 27 commissaires qui font chacun ce qu'ils veulent dans leur silo, mais on est tous dans la commission Juncker, on travaille tous ensemble, on a tous les mêmes directrices, et d'ailleurs, il était le premier à couper le lien entre les directions générales et les commissaires. Ça veut dire qu'avant, chaque commissaire avait sous son autorité une direction générale, donc un ministère en gros. Ouais. Donc le commissaire à la finance avait la direction générale de la finance, le commissaire général des affaires économiques avait la direction générale économique, l'agriculture à l'agriculture, etc. Mais donc en gros, il y avait un peu une approche à silo où chaque commissaire travaillait dans son coin avec sa direction générale et sortait ses textes. Et ça manquait fois un petit peu de vue d'ensemble. Lui, en fait, il a créé un système de président et de vice-président, enfin de président, vice-président et de commissaire, où il y avait des commissaires qui avaient plusieurs directions générales, et puis des vice-présidents qui n'avaient pas de commission générale, mais qui faisaient que superviser des commissaires. Et par-delà, il a beaucoup insisté sur le fait, on ne sort pas une tonne de textes, on en sort moins, tout passe par moi avant, et on streamline tout ça. Et donc là-dessus, en effet, il y avait une position politique assez assumée. Au-delà de l'organisation interne de la Commission européenne, c'est toujours compliqué à dire parce que ça dépend aussi beaucoup des événements Hmm. à laquelle on est confronté. Lui, je pense en effet, plusieurs fois, a une approche très politique. Alors c'est un peu technique, on va pas insister là-dessus, sauf s'il y a des questions, moi je veux bien expliquer. Mais voilà, sur le système migratoire, il a très bien assumé de vouloir faire une refonte un peu en profondeur. Sur le Brexit, bah, il a très bien assumé de vouloir négocier un deal avec le Brexit, enfin d'abord pour qu'il reste, puis pour qu'il sort, puis quand il sortait, pour voir comment est-ce qu'il sortait, etc.
sur des questions moins visibles sur la clé budgétaire. Il a assez bien assumé qu'il allait être un peu souple sur les 3% de déficit budgétaire, par exemple, et faire en sorte que certains États, comme la France, l'Espagne, le Portugal, aient un traitement pas trop dur si en échange, ils s'engageaient à faire des économies. Mais bon, après, vous avez la commission Ursula von der Leyen, elle fait des choses qui peuvent être politiques. La crise du Covid, il y a quand même eu un endettement commun Ouais. de plusieurs centaines de milliards d'euros qui n'avait jamais été le cas avant, en fait, hein. Mais après, voilà, c'est une situation particulière pour elle. Le Covid, c'est la première à être confrontée à ça. Les États membres étaient prêts à la suivre. Donc, elle a aussi pu se permettre des choses qui, dans d'autres circonstances, ne seraient pas passées, quoi. Oui, c'est toujours. Enfin, le poids politique est déterminé par les circonstances, effectivement. Enfin, c'est vrai que En partie, oui, tout à la fait. commission von der Leyen, le fait qu'il y ait eu le Covid, ça a permis. Il y en a certains d'ailleurs qui accusent la commission d'avoir fait un power grab, donc une prise de pouvoir sur Ouais, un certain nombre de compétences. En ouais. profitant du Covid. Et maintenant, il y a un débat sur est-ce que ça doit rester avec la Commission, est-ce que ça doit repartir vers les États membres, etc. Ouais. Si on toujours sur la politique européenne, particulièrement vis-à-vis des Français, c'est une politique, c'est des cultures politiques qui sont assez différentes, même très Ouais. différentes. Comment est-ce que vous décririez la différence entre ces deux cultures politiques et Ouais. s'il y a enfin sans dire un jugement nécessairement, mais comment est-ce que vous percevez ces différences? Qu'il y en a une qui est plus avantageuse qu'une autre, etc. Ouais. Euh, je pense que la logique de coalition et de compromis est très forte ici. Euh, pour pas mal de raisons. Déjà, historiquement, pas mal de temps, au Parlement européen, il y a une coalition assez forte entre les socialistes, le PPE, la droite, et les libéraux, avant appelé la LDE, maintenant Renew Europe, euh, qui en général se reflètent à la Commission européenne. Donc en gros, c'est une sorte de, on a comme ça la grosse coalition. Il y a une grosse coalition, un terme qui vient de l'Allemagne, où il y a aussi eu des grosses coalitions qui restent à la droite et à la gauche. Donc ça veut dire qu'au Parlement et à la Commission européenne, on va s'appuyer sur une majorité politique qui ira à gauche centre-gauche à la droite centre-droite. Un éventail assez large, ce qui en France, à ma connaissance, est quelque chose de Pas vraiment, pas non, c'est spécialement, pas franchement couleur locale. c'est pas spécialement la culture. Euh, bon, parce que voilà, c'est l'éventail politique européen. Par ailleurs, tous les textes passent par la Commission européenne, donc on retrouve cette coalition, passent par le Parlement européen, mais aussi au Conseil, où chaque État membre est représenté, et le plus souvent viennent aussi de ces trois couleurs politiques. Donc c'est une logique de compromis assez forte. Euh, il y a aussi des logiques institutionnelles assez fortes. Ça veut dire que le Parlement, le Conseil, sont comme des institutions très différentes, qui ont leur propre logique. Le Conseil défend toujours les États, l'intérêt des États. Le Parlement, davantage que des citoyens quand même. Et donc sur beaucoup de sujets, ils ont aussi leurs oppositions propres qui sont assez marquées. Euh, En revanche, en général, le Parlement, par exemple, se bat toujours pour une communautarisation plus grande, donc un transfert de compétences plus important, que ce soit dans les changements de traités ou alors juste quand on fait un nouveau texte, quand on régule quelque chose de nouveau, qu'il y ait plus de compétences centralisées autour de l'Union européenne. Les États, très souvent, cherchent à défendre, au contraire, la priorité des intérêts nationaux. Ça veut dire sont quelquefois réticents à transférer trop de pouvoir à l'Union européenne. Voilà. Et justement, puisqu'on parle des institutions, enfin voilà, autant la commission et voilà, on peut dire c'est pas vraiment un gouvernement, mais voilà, c'est censé être Ouais, représenter un peu l'intérêt commun au niveau européen. C'est celle qui est chef d'orchestre, on va dire, de comment ça fonctionne. Le Parlement européen, voilà, c'est un parlement, on peut faire la transposition. Le Conseil, c'est un peu, il y a toujours un débat sur quelle est sa nature ouais, réelle ouais, entre ceux qui disent bah c'est une institution politique, un peu comme un Sénat, d'autres qui disent bah non, en fait c'est plus une institution diplomatique. ouais, Comment est-ce que, enfin, voilà, c'est quoi la nature du Conseil? C'est plutôt un truc ouais. de diplomate ou est-ce que c'est une institution politique en tant que telle? Ouais, ouais, ouais. C'est une bonne question, ça peut être un peu dur à cerner. Euh, le conseil, c'est à la fois un lieu et une institution. C'est un lieu où ensemble vont négocier des représentants des 27 États membres. Donc, ça va être un lieu où, au sein de cet endroit-là, il y aura une négociation qui peut être assez compliquée, assez dure, assez technique. Mais c'est aussi un organe qui, une fois que les 27 États membres ont leur position unique, va aller défendre cette position européenne face au Parlement. Donc il y a une logique de compromis interne et après ils vont négocier avec l'extérieur. Euh, la composante politique, en fait, ça se crée en trois étapes, le Conseil de l'Union européenne. Donc il faut imaginer voilà, une grande salle, enfin un grand lieu, un grand bâtiment, dans lequel des représentants des 27 États membres viennent, mais ils vont être trois types de personnes. Il y a des experts techniques, des ambassadeurs et des ministres.
Donc, quand un texte arrive au Conseil, qu'il faut le négocier, il sera d'abord envoyé à un comité technique. Ça veut dire des gens qui viennent souvent des ministères nationaux, qui sont assez spécialisés dans ce qu'ils font, qui sont pas du tout ministres ou ambassadeurs, mais qui sont voilà, des gens qui viennent de Bercy, du ministère de l'écologie, des choses comme ça, et qui vont négocier le texte, mais souvent de manière très technique. Donc, par exemple, je sais pas, la Commission européenne veut réformer le droit bancaire, et donc ça arrive au Conseil, et donc des représentants du ministère des Finances vont venir et vont négocier ensemble. Alors forcément, ils vont tous défendre l'intérêt de leur pays, mais le dialogue est quand même très technique à ce stade-là. Ça veut dire qu'ils vont lire tout le texte, ils vont le dépioter, ils vont calculer l'impact, ils vont arriver en disant, je modifie un peu ça, je vais amender ça, je vais faire ça. Et la présidence, donc il y a une présidence tournante en plus, donc chaque État préside pendant 6 mois tout ça. La présidence tournante va faire un compromis. La plus grosse partie du travail est gérée à ce niveau-là, dans les groupes d'experts, les groupes techniques. Une fois qu'il y a quasiment un accord, ou qu'il y a un accord, c'est envoyé au COREPER, donc le comité des représentants permanents. Les représentants permanents, ce sont des ambassadeurs de chaque État membre auprès de l'Union européenne, mais qui ont un rang d'ambassadeur. Alors il y en a deux, il y a le représentant et le représentant adjoint, ils se divisent les sujets. Et donc ces gens-là ont une vue à la fois technique et politique. Ça veut dire qu'ils ont une vue sur tout le travail technique qui a été fait en amont, mais ils peuvent aussi, ils vont pas tout revoir tout le texte. Eux, en gros, ils vont garder les questions qui restent ouvertes, ils vont arbitrer, ils vont tenter de résoudre celles qui peuvent être résolvables, et les autres, qui vont donc être les questions très politiques, très brûlantes, ils vont les envoyer au troisième étage de la fusée, qui est le Conseil lui-même, le Conseil des ministres. Et donc là, c'est en gros tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, selon le type de formation. Les ministres des Finances, c'est tous les mois, les ministres des Affaires intérieures, c'est tous les mois aussi, je crois. Affaires sociales, c'est moins rapproché. Et donc, eux vont arriver, ces ministres-là, et ont des sessions dans lesquelles ils vont boucler et adopter tous les textes. Euh, à leur niveau, il y a 95% du travail qui a été fait avant par les techniciens et les ambassadeurs, et eux, c'est vraiment les questions politiques qui restent qu'ils vont essayer de résoudre. Et donc, très souvent, ils vont arriver, il y a deux points, un point d'ouvert, ils vont être briefés en amont, et ils vont négocier que ces quelques points. Mais eux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils viennent juste une fois par mois, voire moins à Bruxelles. Ils viennent pour leur réunion, mais ils ne restent pas à Bruxelles. Alors qu'en dessous, les ambassadeurs et les experts, eux, sont des gens qui habitent à Bruxelles et qui, au quotidien, au jour le jour, négocient avec les autres. Donc voilà, c'est un lieu qui est à la fois. Donc voilà, c'est une dynamique qui cherche à faire travailler sur les 27, à leur faire avoir des accords. Et puis, une fois que ce processus d'accord est terminé, quelqu'un qui va porter le Conseil, la présidence, va les négocier avec le Parlement européen, ces textes-là. Voilà, pardon, je sais pas si c'est clair. Non, ça, moi ça me semble clair. Hein, chat, Oui. si vous avez besoin de clarification, Oui. dites-nous, parce que bon, nous on est à Bruxelles, on connaît un peu, donc. Oui. Mais c'est vrai que cette combinaison entre le technique et le politique, c'est pas quelque chose c'est un truc très bruxellois. Hein, effectivement, Oui, oui. et on pourrait même dire qu'il y a même un quatrième niveau de la fusée avec le Conseil européen. Donc quand c'est même les chefs d'État et de gouvernement qui arrivent. Alors c'est toujours un peu particulier parce que normalement ils ont pas un rôle dans la codécision, dans le processus législatif, mais de plus en plus on voit les sujets touchy qui commencent à arriver au Conseil. Là, on a vu dernièrement sur le veto allemand sur l'interdiction des voitures à explosion, des moteurs à explosion en 2035, où ça s'est réglé ça s'est réglé au Conseil européen. Donc, en gros, c'est Scholz, Macron qui se sont rencontrés, qui ont dû régler le truc. Donc, c'est vrai qu'il y a ce quatrième niveau de la fusée qui est encore un truc à côté. Et oui, en fait, il y a aucun contrôle, en fait. Enfin, il y a aucun contrôle. Il y a pas de rapport, ils rendent pas des comptes à qui que ce soit. C'est toujours un peu, c'est une critique qui existe notamment au Parlement européen où ils disent bah voilà, ils font leur truc dans leur coin, mais à part Charles Michel qui vient faire un beau discours au Parlement européen, ça s'arrête là. Oui, c'est assez intéressant, ça, c'est qu'en effet, donc les chefs d'État de gouvernement, eux, se réunissent en général alors les réunions fixes, c'est tous les 3 mois, je crois, et puis des réunions exceptionnelles. Et en théorie, selon les traités, ils sont déconnectés du processus législatif. Ça veut dire qu'ils fixent les grandes rotations, ils donnent des grandes directives politiques, mais ils sont pas du tout censés négocier ou adopter un texte. Ça se fait pas par eux. Mais c'est vrai que entre ces 3 ou 4 étages, il y a des dynamiques qui sont à l'œuvre. Il y a une dynamique en effet qui est que le Conseil européen a tendance à prendre de plus en plus d'importance. Parce que quand il y a une grosse crise, quand il faut sauver la Grèce ou un truc comme ça, et ben, le sujet est tellement brûlant, tellement important, qu'il n'y a que les gens qui sont au plus haut niveau de chaque État qui peuvent gérer le problème. Mais en effet, il y a aussi une tendance quelquefois à avoir une vision de plus en plus large du type de crise qui peut y remonter. Et donc quelquefois, il y a beaucoup l'impression que le Conseil européen veut un peu tout gérer. Ce qui embête beaucoup le Parlement européen, parce qu'en effet, il n'y a pas de contrôle du Parlement du Conseil européen, enfin, c'est moins transparent. Et puis par ailleurs, le Conseil européen bosse beaucoup à l'unanimité. Euh,
Et donc, alors que le Conseil travaille à la majorité qualifiée. Et donc, ça veut dire que si tout commence à remonter systématiquement au Conseil européen, ça peut aussi alourdir beaucoup l'agenda du Conseil européen, alourdir les décisions, tout ça. Hmm. Mais il y a aussi une seconde dynamique qui est assez intéressante depuis le Covid, c'est que les ambassadeurs, donc le co-repère, le niveau du milieu, qui est à la fois technique et politique, a pris plus d'importance depuis le Covid. Presque plus que les ministres qui sont au-dessus. En gros, avant, donc voilà, les experts préparent leur texte, ils envoient le truc aux ambassadeurs, les ambassadeurs finalisent un peu, envoient aux ministres, et les ministres négocient ce qui reste en suspens et adoptent. Sauf que pendant le Covid, les ministres ne se rencontraient plus. Il n'y avait plus de rencontres physiques, et donc toutes les rencontres, tous les conseils de l'Union européenne, ou tous les des finances, etc., étaient annulés. Les experts se revoient aussi beaucoup en visioconférence. En revanche, les ambassadeurs avaient beaucoup de travail parce qu'il fallait sauver l'économie de l'Union européenne, en gros, et donc se voyaient très souvent, et encore en physique. Et il y a eu un phénomène dans lequel ces gens-là ont pris de plus en plus d'importance quand même. Et il y a un rôle encore plus clé qu'ils avaient avant. Ils ont toujours été très clés, ces gens-là. Mais ils sont devenus encore plus clés quelque part. Et de plus en plus, il y a eu la pratique qui s'est développée des procédures écrites. Ça veut dire que les ambassadeurs négocient tout. Et ensuite, c'est seulement envoyé au ministre par mail, en gros, et par mail, ils contresignent et les adoptent. C'est une D'accord. procédure qui existait avant pour pouvoir adopter des choses sans réunion du Conseil, donc des ministres, qui était assez peu utilisée parce que, comme il y avait souvent des réunions des ministres, tout peut être fait là. Et puis pendant la crise, il fallait très rapidement prendre des décisions importantes. Et donc, tout est beaucoup passé par là. Mais depuis, c'est un peu resté quand même quelquefois. Et les ambassadeurs, en gros, ont comme voilà, le barycentre s'est un peu rapproché des ambassadeurs. Oui, parce que Voilà. du coup, les ministres aussi ont dit, ah, bah, en fait, c'est pratique, on n'a pas à discuter de 90% des sujets, si les Ouais, ambassadeurs sont capables de faire c'est pas le que c'est gros. pratique, mais c'est aussi que voilà, quand il y a l'urgence, les ambassadeurs connaissent très bien l'Union européenne, bien sûr, très bien leur dossier, et puis ils se voient très souvent, ils se voient toutes les semaines, quelquefois tous les jours quand il y a une crise, ils bossent beaucoup ensemble, alors que les ministres, ils sont ministres dans leur gouvernement, ils gèrent les affaires de leur gouvernement tous les jours, et puis une fois par mois, dans le meilleur des cas, ils viennent à Bruxelles pour un conseil dédié aux choses européennes. Mais donc, ils ont quelquefois une expertise qui est plus lâche. Et aussi, quand il faut négocier très rapidement, les ambassadeurs se connaissent tous, peuvent s'appeler très Ouais, rapidement, peuvent se parler beaucoup plus rapidement. Et donc, ouais, voilà. Donc, il y a aussi une dynamique, voilà, dans la pyramide du conseil, il y a aussi une dynamique un peu entre les particulière, étages. ouais. Changeons un peu de sujet. Parlons à une autre, un peu tarte à la crème quand on parle politique européenne, c'est le sujet du lobbying. Oui, C'est un sujet qui est particulièrement fantasmé à tort ou à raison dans l'opinion publique. Et comme je disais en introduction, il se trouve que cette année, vous avez sorti un livre oui, justement sur le livre européen, au oui, cœur du lobbying européen. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet du lobbying oui. pour écrire un livre en tant que journaliste enfin, c'est en dehors de vos activités de journaliste, mais pourquoi vous, en tant que journaliste, vous dites, bah, tiens, je vais faire un bouquin sur le lobbying. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est important, mais qui n'est pas toujours bien compris, et je trouve que c'était un peu dommage. En gros, donc voilà, je suis l'Union européenne depuis près de 10 ans. Euh, je suis beaucoup de lobbying, à la fois parce que je suis des sujets de texte précis, sur lesquels il y a beaucoup de lobbyistes qui agissent, et puis aussi parce que j'écris aussi beaucoup sur le lobbying en tant que tel, les tactiques des lobbies, la régulation du lobbying, la transparence, tout ça. Et c'est un sujet très important, parce qu'en effet, beaucoup de lobbies qui tentent beaucoup d'influencer sur les textes, qui influencent très souvent les textes, donc c'est un rôle très important dans l'Union européenne. Euh, et c'est très critiqué souvent, euh, mais enfin, voilà, c'est très courant en France, notamment, je trouve, de critiquer le lobbying, de dire que c'est mal, que c'est pas normal qu'il y ait autant de lobbies, qu'ils ont trop de pouvoir. Mais il y a à la fois beaucoup de fantasmes, je trouve, pas toujours de réflexion très aboutie sur le pouvoir exact qu'ils ont. Et il n'y a pas non plus de réflexion sur pourquoi ils ont un tel pouvoir. Donc on critique beaucoup le fait que les lobbyistes vont écrire aux commissaires européens, vont écrire aux députés européens, vont essayer de faire adopter des amendements, de modifier le texte. Mais on écrit assez peu sur pourquoi est-ce que ces députés européens, ces commissaires européens leur Mm. répondent, acceptent de les rencontrer, et quelquefois vont accepter leurs amendements. Mm, mm, mm. Et je trouvais que ça manquait un peu ça. À ma connaissance, il y a un livre qui est très bien sur le sujet, qui s'appelle Les courtiers du capitalisme, de Sylvain Laurence, et Ouais. voilà, qui explore bien tout ça. Mais à part ce livre-là, je trouve que voilà, ça manquait un petit peu. Et donc je me suis dit, voilà, ça me tenait un peu à cœur d'essayer d'expliquer un peu tout ça. Ah, bon, ça Voilà. me va très bien, hein, le lobbying, c'est une de mes marottes, hein, je suis lobbyiste, hein. Bon, l'audience le sait déjà, mais vous le savez peut-être pas, je suis lobbyiste dans le civil, dans le civil après avoir été au Parlement. Mais du coup, dans dans l'esprit des gens, souvent, surtout ceux qui sont détachés des questions européennes, le lobbying, vous l'avez dit, c'est une image négative, c'est souvent rattaché Ouais, à une forme de corruption. ouais, La réalité, c'est quoi en fait le lobbying? Lobbying, c'est quoi? ouais. Bah, en gros,
selon moi, ce que j'essaie d'expliquer, de défendre dans le livre comme thèse, c'est que euh, c'est surtout une question d'expertise, le lobbying. En gros, enfin, c'est une question d'expertise d'influence. Pour les lobbies, il s'agit d'influencer les institutions européennes, mais pour les institutions européennes en question, pour les fonctionnaires, pour les députés, il s'agit plutôt d'expertise d'information, et c'est pour ça qu'ils leur parlent. En gros, si vous êtes à Bruxelles, vous êtes fonctionnaire de la Commission européenne, vous êtes député, on vous demande de légiférer, de prendre des décisions sur plein de sujets. Vous devez réguler le marché agricole, vous devez réguler le glyphosate par exemple, on en parlait tout à l'heure, vous devez réguler la banque et la finance, vous devez passer des accords commerciaux, vous devez faire plein de trucs dans plein de domaines différents. Euh, et c'est extrêmement complexe. Parce qu'à chaque fois, il faut connaître le marché, savoir ce qui se passe, savoir les impacts économiques, savoir pourquoi on régule. Et donc, ça nécessite d'avoir des conséquences pointues sur l'environnement, sur la finance, sur l'économie, sur le commerce, sur plein de sujets. Et la Commission européenne n'est pas surstaffée, loin de là, elle est plutôt sous-staffée, à 32 000 personnes, je crois. Ouais. Elle est un peu en apesanteur, ça veut dire qu'elle n'applique pas directement les lois. Dans les capitales, les ministères appliquent directement les lois, et donc sont très au courant de la manière dont s'applique la loi, mais la Commission européenne n'applique pas directement les lois. Et donc elle a côté un apesanteur, et donc quelquefois, elle peut avoir du mal à avoir juste d'informations très concrètes sur le monde économique qu'elle doit réguler, y compris pas des chiffres, hein. J'ai beaucoup suivi la finance avec, et dans la finance, quand il faut réguler la finance, quand la Commission européenne va réguler la titrisation, bah, elle n'a pas de chiffres sur la titrisation, c'est quoi, c'est quelle valeur, il y a combien d'opérations financières comme ça par jour. Et donc, dans ce cas-là, c'est beaucoup aux lobbyistes qu'elle parle. Et donc, quand les députés de la Commission européenne parlent aux lobbyistes, c'est pas qu'ils sont corrompus fondamentalement, c'est juste beaucoup qu'ils ont besoin d'informations, besoin de comprendre le monde, besoin de comprendre les pistes d'action possibles, quelquefois d'avoir juste des chiffres et des choses comme ça. Et donc, elle parle beaucoup aux lobbyistes pour ça. Et donc, un bon lobbyiste, c'est un lobbyiste qui sait donner l'expertise dont la Commission a besoin. Mais après, bien sûr, c'est aussi quelqu'un qui le fait très souvent pour un intérêt économique particulier. Quand- Voilà. Une question dans le chat, quand vous parlez de lobbying, vous parlez, est-ce que vous incluez dans les ONG? Ou est-ce que pour vous, Ah oui, ouais. c'est un email différent? Ouais. Non, en gros, il y a 4 types de lobbyistes à Bruxelles. Il y a les entreprises, donc une entreprise, et donc vous faites du lobbying à Bruxelles pour défendre votre entreprise. Une fédération, ça veut dire une association qui regroupe plusieurs entreprises, soit d'un même secteur, soit d'un même pays. Par exemple, le MEDEF fait du lobbying. La Fédération bancaire française représente toutes les banques françaises et fait du lobbying. Il y a les consultants. Donc les consultants, c'est des gens qui vendent des services de lobbying à d'autres acteurs. Donc en gros, ils ne représentent pas directement une fédération, un secteur économique ou une entreprise. Ils sont juste experts dans les questions d'influence, de communication, etc. Et donc n'importe qui peut les voir et dire, écoutez, j'aimerais que vous m'aidiez à faire mon lobbying. Et donc bien sûr, en échange d'argent, le consultant aide l'entreprise, la fédération à faire son lobbying. Et il y a les ONG. Donc les ONG en général n'aiment pas être définis comme des lobbyistes. Et il y a beaucoup de différences avec un lobbyiste privé, bien sûr, mais ce qu'elles font, c'est aussi du lobbying, selon moi. Ça veut dire qu'elles tentent d'influencer l'agenda législatif au sens large. Ça veut dire à la fois les grandes priorités à mettre sur la table, et puis aussi l'architecture de chaque texte précis qui s'intéresse. Et donc, elles font aussi du lobbying. Et donc, WWF, par exemple, Transparency International, tous ces gens-là font du lobbying aussi à Bruxelles, quelquefois de manière très efficace aussi. Voilà. Et du coup, vos conclusions quand vous regardez, voilà, vous regardez comment ça fonctionne le lobbying à Bruxelles, qu'est-ce que c'est, quel est leur niveau d'influence, c'est quoi votre conclusion sur l'état du lobbying à Bruxelles? Ouais. Alors, c'est une sphère assez riche, hein. Il y a beaucoup de lobbyistes. Il y a 12 000 entités qui sont inscrites au registre plus ou moins officiel. C'est majoritairement porté par des fédérations et des entreprises, quand même, qui sont les plus présentes. Il y a aussi beaucoup d'ONG. Les consultants, il y a beaucoup de consultants différents. Vous savez, qui sont des très gros, des très petits, des très généralistes, très spécialisés. Il y en a qui vont vous aider que sur des sujets très précis, d'autres qui sont beaucoup plus généralistes. Les ONG sont assez influentes. Enfin, ça dépend des sujets en fait. En gros, euh, le... bon, comme je disais avant, la raison pour laquelle la Commission, les députés européens parleront au lobby, c'est très souvent une question d'expertise. En gros, ils veulent connaître mieux le sujet sur lequel on leur demande de réguler, qu'on leur demande de réguler, ils veulent mieux le comprendre, et donc ils vont parler aux représentants de ces matières-là. Sur tout ce qui est les sujets techniques, en général, les privés sont très très bons. Parce que vous voulez réguler la finance, par exemple, ben, c'est très technique la finance. Et donc, si vous voulez réguler un produit dérivé, il faut comprendre ce produit c'est quoi, comment ça marche, dans quel volume c'est vendu, quel danger réel il y a. Et donc là-dedans, une entreprise de services bancaires qui commercialise le produit, s'ils ont un bon lobbyiste, ils pourront apporter
toutes les infos à la Commission européenne, l'aider à comprendre de quoi il s'agit, et c'est à ce moment-là que se fait l'influence. Parce que c'est eux qui sont dans les tranchées, donc voilà, ils ont directement l'information C'est ça. directe. Ouais. C'est ça, c'est ça. Les ONG en général sont très très bonnes sur les sujets qui sont faciles à communiquer. Donc tout ce qui est, alors ils connaissent très bien leur sujet aussi, hein, euh, mais tout ce qui est en général environnement, lutte contre le changement climatique, transparence, droits de l'homme, ils peuvent être très très bons là-dessus. Notamment parce que pour eux, c'est facile d'avoir des stratégies de communication. Euh, si la Commission européenne prépare une loi qui permet aux entreprises de s'exonérer de leurs obligations environnementales, eh ben, très, très facilement, WWE peut faire une campagne de pub sur Twitter en disant rendez-vous compte, voilà, on va donner les mains libres à telle entreprise pétrolière, c'est pas normal. Et l'entreprise en question ne pourra pas se défendre publiquement. C'est compliqué, c'est plus compliqué à communiquer pour l'entreprise de dire c'est génial, j'aurai moins d'obligations environnementales à défendre. Et voilà, donc les ONG sont très, très bonnes sur ce genre de sujet en général. Transparence, environnement, droits de l'homme. Voilà. Oui. Très souvent, oui. Enfin, voilà, elles font du lobbying, elles peuvent être très, très efficaces, très, très bonnes. Et puisqu'on parle de lobbying, on dit que c'est très présent à Bruxelles. Souvent on dit que Bruxelles est la deuxième capitale mondiale du lobbying, Ouais. après Washington, hein, en termes de Ouais. concentration. Ouais. Comment c'est encadré au niveau européen le lobbying? Est-ce qu'il y a de l'encadrement? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Plus qu'ailleurs? Moins que dans les capitales? Comment on situe tout ça? Ouais. Alors, juste sur les chiffres, c'est dur à dire parce que à Bruxelles, vous avez les entreprises enfin, les lobbyistes qui sont basés à Bruxelles et ceux qui ne sont pas basés à Bruxelles, mais qui vont faire du lobbying de manière plus ou moins régulière auprès de Bruxelles ou sur les questions européennes. Et donc, voilà, il y a différents chiffres selon ce qu'on cible exactement. Alors, le lobbying à Bruxelles n'est pas régulé en tant que tel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi, de directive, de règlement qui s'appliquerait à tous les lobbyistes, à tout l'écosystème du lobbying et qui comporterait des obligations pour les lobbyistes. Quand on dit qu'on régule la finance, ça veut dire qu'on sort des lois avec des obligations pour la finance. Pour le lobbying, c'est pas le cas. Pour le lobbying, c'est pas le cas. Il y a un registre qui s'appelle le registre transparence, dans lequel on tente d'inciter les lobbyistes à s'enregistrer et qui est un peu la clé de voûte de tout le système d'encadrement. Donc pas de régulation, mais d'encadrement. Donc c'est un registre qu'on peut trouver en ligne. Vous pouvez taper registre transparence sur Google, vous le trouvez. Les lobbies, ils sont listés, ceux qui s'inscrivent, et à chaque fois, ils donnent beaucoup d'informations pas inintéressantes, notamment les sujets qui suivent, par exemple, la liste des commissaires européens qu'ils ont rencontrés, et de leur cabinet, les sujets à propos desquels ils les ont rencontrés, leur budget de lobbying, ça veut dire les sommes totales qu'ils consacrent chaque année à faire du lobbying, les fédérations dont ils sont membres, donc beaucoup d'informations qui aident quand même à comprendre ces gens, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, quelle stratégie de lobbying ils ont, quelle puissance, quel pouvoir ils ont éventuellement, donc des choses assez intéressantes. L'inscription au registre n'est pas obligatoire en tant que telle. En revanche, certains députés européens et les commissaires européens ont des obligations de leur côté. Ça veut dire qu'un commissaire européen ne peut rencontrer que des lobbyistes qui sont inscrits dans ce registre. Et c'est aussi le cas pour leur cabinet et pour les directeurs généraux, donc les gens très haut placés à la Commission européenne. Elles doivent publier ces rendez-vous. Et au Parlement européen, il y a certains parlementaires européens, pas tous, mais en gros ceux qui sont prévus de commission parlementaire ou ceux qui bossent sur un dossier en particulier, qui sont rapporteurs ou rapporteurs fictifs, qui doivent déclarer les rendez-vous qu'ils ont avec ces lobbyistes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation qui s'applique au lobbying en tant que tel. Les seules obligations s'appliquent aux parlementaires européens, à certains, et aux commissaires européens. Le registre fonctionne assez bien maintenant, parce que la plupart des gens sont inscrits, la plupart des lobbyistes sont inscrits. Le système est quand même un petit peu instable, parce que l'inscription n'est pas obligatoire en tant que telle, vraiment. Et donc ça veut dire que si on ne veut pas s'inscrire, on peut trouver plein de moyens de contourner. Par exemple, on passe par un consultant. Vous êtes une entreprise, vous passez par un consultant, le consultant s'inscrit, et donc vous pouvez être exonéré de vous inscrire. Ou alors, vous faites juste attention à ne pas rencontrer de commissaire européen, parce que eux ne peuvent rencontrer que des gens qui sont inscrits au registre, mais ce n'est pas le cas de tous les fonctionnaires de la Commission européenne. Donc, si vous rencontrez des gens à la Commission européenne qui ne sont pas des commissaires européens, ni leur cabinet, ni directeurs généraux, bah, c'est pas la peine de s'inscrire. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de sanction. Ça veut dire comme l'inscription au registre n'est pas obligatoire en tant que telle, tout ce qu'il y a, c'est un code de conduite que les lobbies signent volontairement pour s'y inscrire. Et donc, s'ils ne respectent pas le code de conduite, s'ils mettent des informations fausses, par exemple, s'ils mentent sur les montants de lobbying qu'ils dépensent, ils peuvent être exclus du registre. Mais c'est tout. Ils peuvent pas. Enfin, voilà, en France, il y a la HTVP, il y a des sanctions beaucoup plus dures.
comme c'est pas obligatoire, on peut pas avoir des peines d'amende, des choses comme ça qui Mhm. puissent être imaginées. Donc voilà, c'est un peu ça l'encadrement principal du lobbying. Ce que je peux aussi rajouter, c'est que il y a quelques, enfin, il y a pas mal de laxisme aussi par rapport à ça. Ça veut dire que, voilà, je vous disais avant, il y a les inscrits dans le registre doivent publier des informations. Quelquefois, ils le font pas, ou alors ils publient des informations qui sont fausses. C'est déjà arrivé de le voir à contexte. Les commissaires européens doivent rencontrer que des lobbyistes inscrits au registre. Quelquefois, c'est pas le cas. Ils doivent publier toujours le rendez-vous après coup. Quelquefois, ils le font pas. Euh, voilà quoi. Donc, quelquefois, il y a un peu de laxisme dans l'application des règles. Voilà. Toujours sur le lobbying, une chose qui a évidemment fait attirer beaucoup l'attention, c'est le scandale du Qatargate, hein, Ouais, à la fin d'année dernière, où ouais. une affaire de corruption qui a créé une forme enfin une forme d'électrochoc, qui a créé une réaction et qui a entraîné voilà une discussion sur l'encadrement du lobbying à Bruxelles au Parlement européen et aussi un petit peu au-delà. Maintenant ça fait bientôt 6 mois hein, que Qatargate a commencé. Comment est-ce que vous évaluez, comment vous voyez la réaction des institutions suite au Qatargate? Est-ce que ça a été un électrochoc réel qui amène des Ouais. changements ou est-ce que il y a eu une réaction un peu molle et on essaie de mettre ça sous le tapis? Alors, c'était un électrochoc, en effet, surtout au Parlement européen, parce que enfin, c'est pas rien. C'est quand même, enfin, c'est presque trop gros pour être vrai. Enfin, c'est un émirat du Golfe qui donne des sommes d'argent liquide énormes à des députés européens pour, euh, pour diriger leur vote. Donc, c'est la corruption pure et dure, quand même. Ça va au-delà du lobbying, hein, bien sûr. Hein, c'est vraiment de Oui, la bien sûr. corruption pure et dure. Voilà, dans le cœur démocratique de l'Union européenne. Donc, en effet, ça a choqué beaucoup de monde. Puis, le Parlement européen, qui se veut quand même qui est l'institution la plus transparente, qui se veut la plus éthique. Donc, en effet, ça a choqué beaucoup de monde. Euh, alors, il y a eu pas mal de réactions concrètes assez rapides qui ont été prises. Les représentants du Qatar, par exemple, ont été exclus du Parlement européen. Il y a beaucoup plus de vigilance qui est en place par rapport à ça. Il y a une réflexion en cours au Parlement, une revue de certains textes au Parlement européen en cours pour essayer d'évaluer à quel point ils ont été ou pas influents, enfin leur vote, leur adoption a été influencé par la corruption, par l'argent du Qatar. Euh, on aurait pu espérer quelque chose de plus fort peut-être sur la réforme des règles éthiques. Parce que même si c'est de la corruption et ça va plus loin que le lobbying, ça a un peu montré certaines des failles qu'il y avait dans l'encadrement, enfin dans l'encadrement du lobbying et des règles éthiques aussi euh, au Parlement européen. Ça a montré à la fois la faille des règles existantes et le manque de règles. Juste avant, je vous disais que, pour illustrer le premier point, je vous disais il y a certaines choses qu'on ne peut faire que si on est inscrit au registre. Par exemple, là-dedans, il y a le fait d'être auditionné au Parlement européen. Pour être auditionné au Parlement européen, un lobby doit être inscrit au registre transparence. Sauf que l'ONG impliquée dans le scandale a été auditionné au Parlement européen sans être inscrite, par exemple. Hmm. Et s'il avait été inscrite, elle aurait dû publier certaines informations financières en ligne, ce qui aurait pu être intéressant. Et donc, ça a montré à la fois qu'il y a un manque de suivi des règles qui existent, et puis aussi qu'il y avait des règles qui auraient dû être mises en place qui ne le sont pas. Par exemple, je vous disais que les députés européens doivent déclarer, dans certains cas, les lobbyistes qu'ils rencontrent. En revanche, ils ne doivent pas déclarer les ambassadeurs de pays étrangers qu'ils rencontrent Hmm. ou les représentants de pays étrangers qu'ils rencontrent. Or, ces gens font du lobby, a priori, puisqu'ils étaient influencés par le Parlement européen. Euh, et donc, assez rapidement, après le scandale, la présidente du Parlement européen a promis qu'elle allait réformer le Parlement européen en profondeur. Elle a mis sur la table des choses qui étaient assez ambitieuses parce qu'elle attaquait s'attaquait à des choses qui avaient jamais, enfin, qui étaient un peu tabous avant. Par exemple, elle s'est prononcée pour un réel contrôle des conflits d'intérêts au Parlement européen. Pour l'instant, il n'y a rien par rapport à ça. Il y a un règlement qui laisse entendre qu'il faut se déporter, mais il y a pas de vérifications qui sont faites. Il n'y a pas il y a pas d'obligation. Donc, non, vous pouvez très bien être en conflit d'intérêts, être actionnaire d'une entreprise de bus et être apportant un texte sur la régulation des bus, par exemple, c'est pas du tout un problème. Donc voilà, elle a quand même osé aborder le sujet, mettre un truc sur la table, faire avancer les choses. Euh, Elle a milité pour ce qu'on appelle une période de viduité, une cooling down period en anglais au Parlement européen. Donc ça veut dire une interdiction de faire du lobbying, enfin, pour les anciens eurodéputés, une interdiction de faire du lobbying auprès du Parlement européen après la fin de leur mandat. Pour l'instant, il n'y a absolument rien là-dessus. Donc vous pouvez être député européen et le jour d'après devenir lobbyiste. Pas du tout un problème. Donc elle a mis sur la table des choses assez ambitieuses. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Le scandale a eu lieu en décembre, hein, mi-décembre. Il y a certaines règles qui sont entrées en vigueur début mai, donc tout ce qui est rapport justement à l'interdiction de faire du lobbying après la fin de son mandat. Euh, et c'est tout. Sur le reste, c'est encore en cours. Ça veut dire que par exemple, tous les conflits d'intérêts, par exemple, eh ben, il y a un travail en cours au niveau technique
qui est en cours depuis plusieurs semaines. Ils espèrent boucler ça pour d'ici l'été et c'est même pas sûr, même pas gagné. Donc c'est quand même assez lent tout ça. Voilà. Parmi, dans le travail qui est fait suite au Qatargate, notamment sur les questions de l'éthique au sein du Parlement européen et notamment Ouais, autour des députés européens, euh, il y en a qui sont quand même assez résistants à ça, hein, par exemple au ouais, PPE, mais pas qu'au PPE, donc pas qu'à droite, ouais, puisqu'ils disent mais attendez, oui effectivement il faut des règles éthiques, mais il y a un principe qui est fondamental, qui est inscrit qui est inscrit dans notre règlement, c'est le principe de la liberté de mandat. La ouais, liberté ouais, d'exercice du mandat. C'est-à-dire qu'un député, normalement, est censé être indépendant, et donc on peut ouais, pas lui imposer des règles extérieures, il doit pouvoir mener son mandat comme il entend, et donc sous-entendu potentiellement pouvoir ouais, rencontrer qui il veut, parce que sinon c'est une forme de pression indue ouais, sur leur mandat, et donc ils n'auraient pas la liberté de faire ce qu'ils estimeraient nécessaire ouais, ouais, ouais. pour représenter les intérêts des citoyens. Est-ce que c'est quelque chose qui est réel, ou est-ce que cette excuse de liberté de mandat, c'est une excuse pour en fait, Mm. ils veulent juste pas de règles éthiques. Bon, je suis pas dans leur tête, je peux pas répondre à leur place, mais ce qui est vrai, c'est que c'est un argument qu'on a beaucoup entendu au Parlement européen et depuis longtemps. Ça veut dire que l'une des précédentes réformes des règles éthiques de l'Union européenne, en 2019, je crois, mais c'est ça, en 2019, euh, il y a eu l'obligation qui a été donnée aux députés européens voilà, dans certains cas, de déclarer les lobbyistes qu'ils ont rencontrés. Ça a été très dur à faire passer, Mm. et notamment à cause de la liberté de mandat. L'idée à la base était d'obliger à la fois de publier les lobbyistes qu'ils ont rencontrés, mais aussi, comme pour les commissaires européens, de les forcer à ne rencontrer que les lobbyistes inscrits dans le registre. Et déjà à l'époque, on a dit, enfin, beaucoup la droite a dit, la liberté de mandat, ce genre de questions, vous encadrez l'activité des députés, c'est interdit. Un fonctionnaire, c'est autre chose. Un fonctionnaire est fonctionnaire, on peut lui imposer beaucoup d'obligations, mais pas un député. Alors là, c'est beaucoup ce qui se passe sur les conflits d'intérêts. Donc l'idée, le travail en cours, c'est d'obliger les députés européens à déclarer leur conflit d'intérêts, mais aussi de faire quelque chose, peut-être. Ça veut dire que si un député a un conflit d'intérêts, est-ce qu'on peut l'obliger à ne pas être rapporteur d'un texte, à ne pas déposer d'amendement, à ne pas pouvoir devenir président de commission parlementaire, ou questeur du Parlement européen? C'est tout le sujet. Et là-dessus, alors c'est plutôt les libéraux, selon mes informations, Renew Europe, enfin selon mes informations, ils le disent assez ouvertement, hein, mais c'est plutôt eux qui disent qu'en effet la liberté de mandat est primordiale, et donc on peut avoir plus de transparence là-dessus, on peut déclarer très précisément ses intérêts, mais c'est très compliqué d'aller plus loin. Toute la gauche, par contre, les socialistes, les Verts, eux sont tout à fait partants pour encadrer au maximum l'activité des députés. Le PPE, pour l'instant, c'est pas trop prononcé. Parce qu'en gros, pour l'instant, le travail se déroule dans un groupe un peu technique, justement. Je vous disais, c'est très technique, l'Union européenne. Un groupe avec un député qui représente chaque groupe politique. Et c'est eux qui négocient ensemble. Donc, en gros, le reste du groupe politique se positionne pas. Et le président de la droite, c'est un Allemand, Rainer Wieland, préside le groupe. Et donc, de ce que je comprends, pour l'instant, il est plutôt en position de président. Et donc, historiquement, il n'a jamais été enthousiaste par rapport à ce genre de mesures. Mais de ce que je comprends, pour l'instant, il suit plutôt son rôle de président. Il n'a pas trop pris parti directement sur le sujet. Une dernière question sur ces sujets Ouais, de lobbying et de transparence. Une initiative notamment prise suite au Qatar, ou du moins qui a été lancée suite au Qatargate, qui cette fois-ci une initiative de la Commission, et qui fait pas mal jaser ces ouais, dernières semaines, vise notamment à, du moins dans son intention, c'est lutter contre l'influence étrangère à Bruxelles. ouais, Par exemple, ouais, la Chine, la Russie, le Qatar, qui chercheraient à influencer par des ouais, financements indus. Et cette initiative, qui est inspirée d'une loi qui existe aux États-Unis, viserait particulièrement les ONG en leur mm, demandant d'indiquer si elles reçoivent des ouais, fonds qui viennent d'en dehors de l'Union européenne. Et les ONG, évidemment, sont pas du tout contentes de ça, plutôt le contraire, puisqu'elles considèrent que ouais, c'est disproportionné, que ça légitime éventuellement les tentatives de pays comme la Hongrie, la Moldavie de réprimer la société civile, etc. Donc elles sont très critiques. Donc est-ce que déjà comment ça se passe ces initiatives? Qu'est-ce que concrètement la Commission veut faire? Et pourquoi est-ce que soudainement enfin peut-être pas soudainement, ouais, mais les ONG montent au créneau sur ça? ouais. En gros, la Commission européenne a promis de faire un texte sur l'influence étrangère. Et donc, en gros, l'idée, en effet, c'est d'obliger certains acteurs, donc bon, c'est encore en discussion, je crois, mais en gros, Oui. les ONG, éventuellement les think tanks, à déclarer publiquement, donc à publier sur leur rapport annuel, sur leur site internet, si elles reçoivent des fonds de l'étranger. Et l'idée dédiée, et donc voilà, la Commission européenne dit, on n'oblige à rien, il n'y a pas d'obligation avec, mais c'est seulement la transparence, et comme ça aide à mieux comprendre si quelqu'un est à la fonction de l'étranger.
Et donc, aucune obligation, ils ont le droit de continuer leurs activités, mais au moins, non, sur le site de tel think tank, on verra si le Qatar les finance, tel ONG, on verra si c'est la Russie, le Nigeria, les États-Unis ou l'Islande qui est derrière, et donc ça transparent en tout cas. On pourra mieux comprendre les tentatives d'influence. Euh, bon, en soi, c'est compréhensible. Le problème, c'est que les ONG ont peur que ça puisse être utilisé au niveau national par certains gouvernements pour, euh, pour les stigmatiser. Pourquoi? Parce que c'est ce que Viktor Orban a voulu faire. Viktor Orban a passé une loi en obligeant, alors qu'il obligeait les ONG qui reçoivent les fonds de l'étranger à mettre sur leur site et sur leur rapport annuel un bandeau agent de l'étranger et à dire qu'elles étaient plus ou moins des agents de l'étranger. Et c'était appliqué d'une loi russe, c'était inspiré d'une loi russe qui faisait la même chose. Et en faisant ça, Orban, tout le monde sait très bien, il visait en gros la fondation George Soros. Il Ouais. finançait en gros quelques fondations, quelques ONG, euh, plutôt soutenues par les États-Unis, et et Orban considère que, voilà, que ces ONG veulent lui faire du mal. Et la Commission européenne a attaqué cette loi devant la justice européenne et a gagné. Donc la loi a été invalidée. Et donc, les ONG se disent, mais en fait, la Commission européenne fait quelque chose qui ressemble à ce que Orban a fait chez lui et que pourtant la Commission et la justice européenne ont à valider. Alors, la Commission européenne dit non, non, nous on vous dira pas de mettre en gros agent de l'étranger, on vous dira juste d'écrire, voilà, en soi, tant d'argent d'une fondation Qatari, tant d'argent du Kremlin, et c'est tout. Le truc, c'est que quand c'est transposé au niveau national, donc quand après la loi, la directive devient une loi nationale, ben, le gouvernement national peut dire, dans ce cas-là, on profite pour... Mais cette règle, ce serait quelque chose qui s'appliquerait uniquement à Bruxelles, ou est-ce que les États membres aussi non, devraient pour tout imposer le aussi monde. à leurs ONG Ouais. d'indiquer ça dans leurs propres États? Pour tout le monde dans l'Union européenne. Donc D'accord. aussi pour les ONG actives dans l'Union européenne. Ouais, oui, oui, justement, justement. Et donc voilà, et donc ça ressemble à la fois en Géorgie aussi, il y a une loi comme ça qui a été Mhm. invalidée. Enfin bon, c'est et donc c'est un peu compliqué. Les ONG ont peur en fait que ça les stigmatise beaucoup, en fait, qu'à la fin, elles doivent tous déclarer les fonds de l'étranger, que tout le monde se mette à les regarder avec suspicion, que certains États comme la Hongrie en profitent pour les étiqueter agents d'étrangers, et que ça ne résout pas trop tant que ça les vrais problèmes d'influence étrangère, quoi. Et donc, en effet, ça avait beaucoup, beaucoup parlé de loi, c'est le Bruxelles. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, que ce projet-là était dans les tuyaux avant le Qatar Gate. C'est un truc assez ancien. Et c'était pas formulé très, très, très précisément, mais en gros, la construction publique allait dans ce sens-là. Euh, le truc, c'est qu'après le Qatar Gate, ça a pris une importance politique bien plus haute. C'est-à-dire qu'avant, c'était un texte pas très important. C'était géré par une commissaire européenne et voilà. Mais depuis le Qatargate, bah, la Commission européenne se dit bah, c'est parfait, il faut avancer là-dessus, c'est très très important. Et donc c'est une grosse priorité politique. Et donc c'est pour ça que la Commission européenne, pendant très longtemps, ne voulait pas déroger à son idée. Elle disait non, on va transparence et point la phrase. Et toutes les ONG disaient mais non, c'est pas une bonne idée. Et la Commission européenne refusait de bouger là-dessus. Refusait absolument de bouger là-dessus. Et voilà, elle a un accord très serré, elle ne voulait absolument pas bouger là-dessus. Après, récemment, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de contre-lobbying des ONG. Le texte devait sortir fin mai, il a été repoussé à début juin, au 7 juin pour l'instant. Et les ONG ont parlé à toutes les capitales en expliquant que, à la fois que ça stigmatisait, mais aussi en montrant que ça peut être un problème géopolitique. Parce que voilà, si l'Union européenne critique ce genre de loi en Russie ou en Géorgie, ça risque de faire des interférences bizarres quand il faudra continuer à appeler ces pays vers l'Union européenne, à négocier avec eux, si en même temps on passe dans l'Union européenne une loi qu'on a validée chez eux, vous voyez. Mhm. Et les États sont un peu touchy par rapport à ça, donc ça pourrait être modifié, ça pourrait être repoussé. J'ai deux questions dans le chat. Alors déjà, pourquoi est-ce que ne pas rendre ça obligatoire, cette idée de transparence d'une manière Ouais. générale sur l'origine des fonds et tout. Commençons déjà par ça, parce qu'après, l'autre question va sur une direction différente. Donc pourquoi est-ce que c'est, encore une fois, uniquement volontaire? Pour le registre transparence, Ouais. oui. Alors, il y a plusieurs raisons. La raison officielle, c'est les bases légales. Donc les bases légales, c'est très technique dans l'Union européenne, c'est comme la comitologie. Euh, En gros, en gros, les traités européens donnent des pouvoirs à l'Union européenne, mais des pouvoirs clairs et délimités. Ça veut dire que la Commission européenne, les traités disent l'agriculture, le commerce, la pêche, le marché intérieur, c'est des sujets qui sont réglementés au niveau européen. Donc l'Union européenne peut les réglementer. Par contre, beaucoup d'autres sujets ne sont pas du niveau européen, et donc l'Union européenne ne peut rien faire dessus. Et donc, quand l'Union européenne quand la Commission européenne propose une directive, un règlement, il faut toujours qu'elle dise sur quelle base légale elle s'appuie. Donc, sur quelle
partie du traité qui lui confère un pouvoir, elle s'appuie. Et c'est pas évident d'en trouver une qui permet de faire ça. C'est pas évident de trouver une base légale qui permet de prendre des obligations pour seulement des entités actives à Bruxelles auprès de la Commission européenne et les obliger à faire ça. Juridiquement, c'est très touchy. Deuxièmement, c'est beaucoup la culture. C'est qu'au début, en fait, quand ça a été mis en place, j'avais interviewé pour mon livre, j'ai interviewé le commissaire européen qui avait géré le truc, Sim Kallas, un Estonien, et qui m'avait juste dit que c'est trop compliqué. Qu'au début, il a voulu faire créer un registre, qu'il s'était rendu compte que le rang obligatoire serait super compliqué, que personne n'en voudrait, et donc il a négocié avec les lobbyistes, les ONG, tout ça. Tout le monde a dit OK pour un truc facultatif. Il a mis ça sur les rails, et puis il a dit s'il y a un problème, si personne ne s'inscrit, et dans ce cas-là, on le rendra obligatoire plus tard. Mais voilà, déjà, on fait un premier truc, ça marche. On fait beaucoup ça dans l'Union européenne. Hein. Quand il y a un truc trop ambitieux à faire, on fait un truc petit au début, et puis ça marche. Et si ça marche bien, on peut après l'étendre, tout ça, quoi, le consolider. Donc, il a lancé un truc, ça marchait, et puis voilà. Dans les faits, ce qui s'est beaucoup passé, en fait, c'est que pas beaucoup de gens sont inscrits au début. Mais comme ils n'étaient pas inscrits, on ne pouvait pas savoir, on n'avait pas de chiffres sur le nombre de lobbyistes à Bruxelles. Et donc, il y en avait beaucoup qui n'étaient pas inscrits, mais comme il n'y a pas de chiffres globaux, c'était très dur d'évaluer la part de ceux qui n'étaient pas inscrits. Et puis, c'était pas trop la priorité. Donc, ça marchait, on a gardé ça. Et puis, quand la Commission européenne a voulu accélérer, elle a juste dit voilà, dans ce cas-là, on va dire que les commissaires européens ne peuvent rencontrer que les inscrits. Et voilà, ça a poussé beaucoup de gens à s'inscrire. Deuxième question, donc on a parlé aussi de la transparence dans le Parlement européen, mais il n'y a pas que le Parlement européen dans les institutions européennes, notamment en termes de transparence, il y a le Conseil et la Commission. Le Conseil est fameux pour être une boîte noire absolue. Il y a toujours eu un énorme bras de fer entre le Parlement européen, la Commission contre le Conseil pour essayer de rendre le Conseil plus transparent, mais le Conseil résiste notamment en se disant voilà, nous on est un organe diplomatique, on n'est pas un organe politique. Est-ce que dans le Conseil, l'idée de devenir plus transparent, c'est quelque chose qui progresse, ou il reste toujours sur leur idée non, nous on est des diplomates, on n'a pas à rendre de compte, on n'a pas à rendre de compte à Bruxelles sur ce qu'on fait, c'est nos capitales à qui on rendait compte. En fait, ça dépend de ce qu'on appelle transparent. Parce que la transparence, on peut l'avoir de beaucoup de manières différentes, et donc ça dépend de quoi on parle exactement. Le Conseil, il y a des trucs qui sont assez transparents. Les ordres du jour, toutes les réunions sont publiques. Ça veut dire qu'on peut savoir exactement chaque jour, donc les groupes d'experts, les ambassadeurs et les ministres, on peut savoir quand ils se rencontrent à chaque fois. On peut avoir accès c'est public, des ordres du jour, on sait de quoi ils discutent. On peut dans certains cas accéder aux documents dont ils vont discuter. Donc il y a des choses qui sont publiques. Quand les ministres se rencontrent, ils ont l'obligation d'être filmés quand ils négocient un texte législatif. Donc, quand ils parlent d'un sujet législatif, quand ils adoptent un texte législatif, quand ils négocient dessus, la réunion est retransmise en direct sur les écrans, on peut le voir en ligne, c'est web streamé, on peut le voir en ligne, on peut le regarder a posteriori. Voilà, donc ça c'est public par exemple. Donc il y a des choses qui sont publiques et qui marchent relativement bien. Après, le Parlement européen dit qu'on manque beaucoup de documents, par exemple. Il y a beaucoup de documents, on a les codes qui apparaissent, donc le numéro de document qui apparaît sur l'ordre du jour, mais on n'arrive pas à y accéder. C'est pas public, par exemple. Le Conseil européen, les chefs d'État, ont un fonctionnement qui est beaucoup plus obscur. Ça veut dire qu'ils ont aussi un ordre du jour, mais qui est plus ou moins bien suivi. Mais après, voilà, il y a pas de, c'est pas en ligne, c'est rien du tout. Voilà. Les rendez-vous avec les lobbyistes sont beaucoup moins encadrés qu'au Parlement européen, encore. En gros, donc déjà, pareil, question de base légale, personne ne peut obliger les diplomates à déclarer les lobbyistes qu'ils rencontrent, parce qu'en plus, eux dépendent de leur droit national, hein, même pas du droit européen, du Conseil, et puis beaucoup sont réticents. Et donc, en gros, maintenant, on a réussi à faire en sorte que les États se sont engagés, mais c'est qu'un engagement, ce n'est pas une obligation, à en effet publier la liste de lobbyistes qu'ils rencontrent quand ils ont la présence tournante de l'Union européenne et dans les 6 mois avant. Et c'est tout. Donc, ce qui est pas énorme. Il y a la pratique de sponsoring qui est très critiquée. En gros, quand un État a la présence tournante de l'Union européenne, ça se fait beaucoup de demander à des entreprises privées de fournir soit de l'argent, soit un service pour l'organisation en échange d'une visibilité. Et donc, les Croates, par exemple, je crois, s'appuyaient sur une entreprise pétrolière qui les aidait à faire je sais plus quoi. Il y avait leur logo partout, par exemple. Les Roumains, il y avait des logos Coca-Cola partout à leur présidence. Et je sais plus si c'était de l'argent ou juste des boissons qu'ils fournissaient, mais voilà quoi.
La France, si je me rappelle La bien, France, ils avaient les flottes de véhicules étaient c'est ça. fournies par Renault ou un truc comme ça. Enfin, Par par Stellantis, je crois, c'est ouais. ça. Stellantis filait ça. Et donc ça, par exemple, c'est pas du tout encadré. C'est pas du tout encadré parce que ça arrive du droit national à nouveau. Euh, la maîtrise de l'Union européenne a beaucoup insisté pour l'encadrer. Le seul truc qu'il y a eu, c'est qu'il y a une espèce de document qui existe, mais qui n'est pas contraignant et dans lequel, en gros, tout le monde s'engage à faire attention à l'impact réputationnel que ça peut avoir. Mhm. Voilà. Donc oui, il y a aussi beaucoup de boîtes noires, conseils, etc. De façon générale, le Parlement européen est plus transparent. Ça veut dire qu'on a aussi les ordres du jour, euh, mais on a aussi des documents qui sont disponibles, mais aussi toutes les réunions sont publiques, bien sûr. Mhm. Euh, voilà. Dernière question, parce qu'il est 21h et j'ai promis que Ouais. je vous laissais profiter de votre soirée après. Toujours sur la transparence, dernière question sur la transparence. La commission a aussi fait grincer des dents dernièrement, puisque elle a retiré les informations concernant son Ouais. staff dans ce qu'on appelle le ouzou à Bruxelles, donc en gros Ouais. l'espèce les pages blanches Ouais. de Ouais. la Ouais. Ouais. commission Ouais. où on pouvait trouver tous les fonctionnaires de la Ouais. Commission européenne, leurs coordonnées pour pouvoir éventuellement les Ouais. contacter. Et donc c'était Ouais. essentiel pour notamment le lobbying. Et la commission a récemment décidé de retirer toutes les informations sur ça, sauf pour Ouais. les hauts placés on va dire Ouais. dans leurs unités. Et c'est critiqué en disant bah voilà ça va rendre le lobbying plus compliqué pour tout le monde, c'est moins transparent et notamment les ONG, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui arrive Ouais. un peu de nulle part, hein. Personne n'avait vraiment vu Ouais. le coup venir, hein. Ouais, ouais, ouais. En gros, la Commission européenne a donné deux raisons pour ça. Elle a dit, premièrement, c'est pour en effet empêcher que notre staff soit trop soumise à des pressions extérieures. Parce qu'en effet, il y a des tonnes de lobbyistes, des diplomates, d'espions, j'imagine, qui écrivent à tous ces gens. Parce qu'en effet, on voyait tout en ligne. Jusqu'aux derniers fonctionnaires de chaque direction générale, on avait accès à tout le monde. Et deuxièmement, elle a aussi précisé que le Parlement et le Conseil, donc les autres co-législateurs, faisaient la même chose. Ça ne donnait pas la liste de tout leur staff, mais limité au grade de chef d'unité ou de chef d'unité, je crois. Euh, je comprends que ce soit embêtant pour les lobbyistes, en effet, parce que c'est quand même très pratique avant. Vous avez directement le nom de la personne à contacter. Pour nous aussi, journalistes, c'est quand même très très pratique aussi, notamment pour les nominations quand on voulait traquer ou qu'était devenu quelqu'un qui avait quitté un cabinet, on le retrouvait grâce à ça. C'était assez pratique. Euh, Après, je trouve que c'est un peu différent comme parce que c'est un peu différent de la transparence plus générale sur savoir qu'est-ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que voilà, faire en sorte que les documents soient accessibles au Conseil, faire en sorte qu'on sache ce qui se dit durant les réunions des ministres et que ce soit publiable en ligne, savoir quand se déroulent les réunions, ça permet à tous les citoyens de suivre un peu ce qui se passe au Conseil et donc l'avancée des projets législatifs. Euh, Avoir accès au nom de toutes les personnes de direction générale, bah, c'est utile pour les lobbyistes qui veulent les contacter, c'est utile pour les journalistes, mais c'est pas utile pour tous les citoyens. Donc c'est pas, enfin, pour moi, c'est pas vraiment c'est la transparence au sens où c'est publier des informations, mais c'est un peu différent. C'est pas forcément le type de transparence dont on a besoin en dehors de Bruxelles pour rendre Bruxelles plus communicable, plus compréhensible, vous voyez? Ouais, je vois, mais d'un autre côté, enfin, on pourrait faire le même argument sur la plupart des trucs de transparence. Je veux dire, quand le Parlement ou le Conseil publie un document de trilogue, Ouais, le citoyen lambda va pas aller se lancer dans la ouais, lecture de documents de trilogue. Enfin, ouais, ouais, 95% ouais, des trucs qui sont, on va dire, qui relèvent de la transparence, sont en fait utilisés c'est vrai. uniquement par les gens de Bruxelles, hein. Le citoyen lambda ne va pas Ouais, utiliser l'immense majorité des trucs sur lesquels il y a de la ouais. transparence. C'est vrai, mais ça reste comme un document qui peut être de l'utilité publique. À la fin, un document de trilogue, c'est quelque chose qui explique à quel point on est de la fabrique de la loi, à quel point on se rapproche. Ça reste pas le cas pour le numéro de la personne qui suit tel Au-delà du marché. numéro, enfin, enfin, là-dessus, c'est le lobbyiste en moi qui parle, Donc, c'est au-delà du j'ai compris, numéro oui. et de la coordonnée, des coordonnées, c'est que ça Ouais, donne aussi de la visibilité sur qui est compétent sur quoi. ouais, Par exemple, ça je comprends en très bien. gros, enfin, nous lobbyistes, quand on voit ça, et les ONG disent que ça les impacte surtout elles, je pense pas que ce soit uniquement les ONG, je pense que tous les lobbyistes sont impactés par ça, c'est que si vous connaissez déjà les gens dans la commission, bon bah voilà, Ouais, vous avez déjà les coordonnées, vous n'avez pas besoin du ouais, ouzou. En revanche, si vous allez à travailler sur un sujet sur lequel, par exemple, vous n'avez pas déjà les contacts, et bah du coup, vous vous retrouvez un peu en dehors du game, ouais, parce qu'il y a ceux qui ont déjà toutes les coordonnées, ouais, et tous les autres qui eux ouais, vont devoir écrire au chef d'unité qui va se taper 500 mails auxquels il ouais, répondra jamais, et du coup en fait ça retire ouais, complètement du jeu pas seulement de l'influence mais aussi on va dire
de l'intérêt légitime de dire bah voilà moi voilà ce que je pense sur tel sujet, ça de ce point de vue là c'est moins transparent parce que du coup en fait les gens n'ont plus la possibilité d'aller donner leur input auprès des gens dans la Commission européenne qui sont ultimement ceux qui tiennent appui sur la législation, ce qui me semble quand même, on va dire qu'ils ont plus important que leur équivalent au Conseil ou au Parlement, on va dire, dans une certaine mesure. Encore que. Ça, je suis d'accord. C'est qu'en effet, ça va casser le level playing field. Ça donne un avantage. Ceux qui sont depuis longtemps sur place connaissent déjà les gens. Alors quelqu'un qui est moins en contact avec la Commission européenne, qui change de dossier, qui vient d'arriver, n'aura pas accès directement au contact parce que ce sera plus. Il y a aussi un autre sujet, c'est que faut voir comment ça se fait à la longue, mais ça risque quand même de déséquilibrer un peu. Enfin, de donner beaucoup plus de travail au chef d'unité. C'est que le chef d'unité à la Commission européenne, c'est des gens qui ont déjà beaucoup de travail, beaucoup de stress, je crois. Je crois qu'on m'a beaucoup dit que c'était la position la plus dure à avoir à la Commission européenne. Et comme ce sont les échelons les plus bas qui apparaissent, et ben tout le monde va l'acquérir à eux. Et donc c'est eux qui vont après devoir faire le tri, redispatcher, machin. Donc sur un sujet chaud, ça va faire beaucoup de travail en plus pour le chef d'unité. Non, clairement. Enfin, moi, les échos que j'ai de gens que je connais à la commission disent que les chefs d'unité, ils en peuvent plus. Déjà, ils en peuvent plus, ou alors ils traitent. Et ils veulent pas traiter les demandes, et du coup, ça passe à la trappe, quoi. Du coup, on se retrouve. Non, les gens se retrouvent. Voilà, je suis un peu réticent sur la transparence quand même. Après, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en effet, sur tout ce qui est level playing field, c'est un sujet. Parce qu'en effet, ça donne un avantage. C'est vrai que mettre ça sous l'étiquette transparence, c'est peut-être c'est pas tout à fait de la transparence. Je vois ce que vous voulez dire. Ça me défie actuellement, mais c'est pas. Enfin voilà. Je vois. Je sais pas comment on peut qualifier ça. Bon, level playing field évidemment, mais level playing field, c'est typiquement une expression qui veut rien dire en dehors de Bruxelles. Donc bon, ça va pas avancer davantage l'audience. Mais bref, il est 21h passé. Je vous avais promis que je vous laissais après ça. Si les gens doivent retenir une chose de vous ce soir, c'est quoi votre message sur le travail que vous faites sur la politique européenne, à contexte, etc. Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils retiennent? Eh bien, écoutez, rappelez-vous que le lobbying, c'est une question d'expertise et pas juste de corruption. Je pense que parce qu'on me parlait beaucoup, je pense que c'est un message important, ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est que, voilà, on critique beaucoup le lobbying, mais il faut comprendre que dans la machine bruxelloise, c'est très important en termes de vecteur d'information. Et donc, les chefs d'unité à la Commission européenne, les députés européens, on a quand même besoin de parler au lobbying juste pour être au courant de ce qui se passe et savoir que faire. Et donc, on peut critiquer ça, mais si on pense bien à ça, je pense qu'on voit comme différemment l'ensemble de l'écosystème du lobbying à Bruxelles. Voilà. Eh ben écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup Jean Comte d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir. Chat, soyez sûr de le remercier. Vous pouvez le suivre sur Twitter, vous avez son ad juste sous le flux vidéo. Restez avec nous, on va faire le débrief. Jean Comte, merci encore d'avoir pris le temps. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup à vous pour l'avoir été. J'espère que j'étais clair et intéressant. Moi, en tout cas, c'était très intéressant. Je suis très content de vous avoir eu. Je suis sûr que le chat sera content aussi, mais on va débriefer tout ça avec eux. Ça va. Bon, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Ok, chat. Dites-moi tout, vos impressions. Je ferme. Hop, zoom entre temps et on va débriefer tout ça. Hop, livre le meeting. Je prends mon petit coup d'eau et après on se lance. Hop, bim bam boum. Ok, de l'eau. L'eau, c'est bien. Alors, beaucoup de choses. On pourrait parler. Vous le savez, le lobbying, c'est une de mes marottes. Ça l'était avant que je devienne lobbyiste, mais c'est une de mes marottes. Mais avant de se lancer dans le lobbying, on va parler déjà de tout ce qu'on a discuté un petit peu avant. Donc, on a commencé par la comitologie. Alors, pourquoi j'ai commencé par parler de comitologie? Parce que c'est un peu une private joke, pour le coup. Je vous l'avoue, en gros, Jean Comte, il s'était, donc voilà, journaliste, et il avait fait plusieurs fois des blagues sur Twitter, voilà, sur le fait que, sur la comitologie, donc ce truc d'expert à Bruxelles, en gros l'équivalent des décrets, ou pour préciser des lois, etc. Il avait fait des blagues là-dessus, et les gens ont commencé à penser qu'il était vraiment expert sur la comitologie, que c'était sa passion. Et donc du coup, en fait, on a commencé à faire les gens ont commencé à faire y compris moi, on commencé à faire un peu des blagues, et Jean Comte, donc voilà, je fais plein de mèmes, et Jean Comte est devenu un peu une personne qui revenait dans un certain nombre de... Dès que je pense qu'aussi, la plupart des mèmes que j'ai fait sur la comitologie, il y a Jean Comte qui est référencé là-dedans comme étant le mec qui est à fond sur la comito, que c'est sa passion dans la vie. Donc voilà, il est devenu un peu même en lui-même à travers la comitologie. Donc je voulais commencer par un peu décrypter, voilà, est-ce que vraiment la comitologie c'est sa passion dans la vie? Non, ça n'est pas sa passion dans la vie, même si il suit ça un petit peu, et c'est effectivement un truc particulièrement compliqué. Il n'y a pas grand monde qui comprend ce que c'est que la comitologie.
à Bruxelles, qui sait comment ça marche et tout, ouais, c'est compliqué. Même pour les gens à Bruxelles, on comprend pas trop bien comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment c'est pas des trucs, c'est pas comme une commission parlementaire au Parlement européen, c'est pas comme une réunion de ministres au Conseil, c'est vraiment des trucs où ils avaient que les ultra experts des États nationaux, des différents gouvernements qui se rencontrent sur un sujet extrêmement précis, extrêmement technique, et qui, dans 95% des cas, vont faire un truc, une norme super technique qui va ensuite ne va pas être discutée au Parlement européen, qui va pas être discutée au Conseil. Alors, il y a un moyen de bloquer dans certains cas, mais c'est des trucs qui passent beaucoup sous les radars et qui sont aussi difficiles à influencer, du moins à avoir un contrôle sur sur ce qui va se faire dedans, parce que c'est des experts quoi, qui s'occupent de ça. De quoi on a parlé sinon? Ah oui, un truc qu'on a parlé, c'est voilà, quelle est la spécificité de suivre la politique européenne, c'est que c'est quelque chose qui. Quand vous suivez la politique européenne, vous ne devez pas seulement suivre ce qui se passe à Bruxelles, vous devez aussi suivre en fait ce qui se passe partout en Europe. Parce que ce qui se passe partout en Europe, en fait, a une influence à Bruxelles. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple à la noix, mais qui va sembler évident, bon bah voilà, il y a. Voilà, prenons un exemple récent. L'Allemagne, il y a quelques semaines, a menacé de mettre des vétos sur l'interdiction en 2035 des voitures à moteur à explosion. En gros, après 2035, l'Union européenne interdisait la mise sur le marché de nouvelles voitures à moteur à explosion. L'idée, c'était d'encourager les gens à acheter des voitures électriques, etc. Il y avait un deal, il y avait juste besoin de signer sur la croix et tout, et c'était fait. Et l'Allemagne, au dernier moment, a sorti un veto, une menace de veto en disant non, c'est mort, nous on n'en veut pas. Et pourquoi c'est un peu ici, il y a ce lien entre Bruxelles et le national, c'est que en fait cette décision de l'Allemagne ne sortait pas de nulle part, ou du moins elle sortait pour des raisons, mais qui n'étaient pas en fait à Bruxelles. En fait, ça venait de raisons de politique nationale. Pourquoi? Parce que le ministre qui est en charge des questions de transport et donc qui est en charge de dossiers chez les Allemands, c'est un libéral, c'est des libéraux. Et les libéraux avaient des difficultés politiques au niveau national suite à des mauvais résultats dans les élections, c'était les élections municipales à Berlin, etc. Et donc du coup, politiquement, pour essayer de se refaire une santé politique et, euh, et, et voilà, du coup, ils ont utilisé ce dossier à Bruxelles pour faire passer pour des gens qui viennent défendre le goût pour la grosse voiture qui fait vroom chez les Allemands. Et du coup, ils ont bloqué ça. Mais ça venait de dynamiques nationales qui ensuite en fait, se sont tapées d'incruste au niveau européen. Et que du coup, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce que les Allemands se mettent à bloquer ça, faut comprendre que ce qui se passe en Allemagne, pareil, voilà, s'il y a des élections qui s'en approchent sur un sujet, au niveau européen, ça va impacter parce que ça veut dire que va pas y avoir trop d'appétit à mettre telle idée sur la table parce que ça peut avoir un impact sur les élections, etc. Donc en fait, quand vous suivez la politique européenne, en fait, vous vous retrouvez à être un petit peu sans être un expert sur ce qui se passe dans les 27 États européens, mais vous devez garder un œil sur ce qui se passe un peu partout, parce que ça peut influencer ce qui va se passer ensuite à Bruxelles, ce qui peut aussi potentiellement se passer, parce que s'il y a une priorité nationale, il y a un truc qui se passe au niveau national, et du coup ça peut motiver ce pays-là à dire attendez, moi je veux pousser ça au niveau européen, parce que pour moi c'est important pour Bibi. Donc voilà, c'est là aussi que c'est intéressant de suivre la politique européenne, indépendamment des journalistes, etc. C'est parce que vous devez regarder ce qui se passe un peu partout, et du coup ça vous confronte aussi à des dynamiques politiques, des réalités politiques qui sont différentes de ce que nous on peut connaître, des points de vue qui sont différents, et ça participe à cette idée que la politique européenne, c'est un peu un jeu de Tetris où en fait vous avez plein de trucs différents qui doivent coller ensemble dans des conditions particulières pour que l'ensemble tourne bien. C'est pas juste, voilà, la commission propose ça, le Parlement dit oui, le Conseil dit non. Non, en fait, c'est une multitude de facteurs qui vont bien au-delà de la petite bulle bruxelloise, et c'est des facteurs extérieurs, beaucoup de facteurs extérieurs qui en fait vont influencer ce qui est possible et ce qui est pas possible au niveau européen. Ce qui est assez intéressant, et qui aussi crée en fait une partie de la complexité de la politique européenne, parce que comme il y a plein de petits facteurs à prendre en compte, c'est ce qui fait que c'est lent de faire du droit européen, c'est compliqué, c'est pas clair,
parce que c'est que des compromis, parce qu'il faut ménager les sensibilités nationales de un tel ou un tel, donc on écrit ça d'une certaine manière pour que ça fasse référence sans le dire ouvertement à ce que machin pense, mais sans aller frustrer ce que pense l'autre pays et tout, donc ça rend l'ensemble pour ceux qui ne connaissent pas ces dynamiques, ça rend l'ensemble très peu lisible et très peu, voilà, pas très intéressant parce que voilà, c'est super technique, c'est quoi, on comprend pas bien le pourquoi du comment. Mais du coup, voilà, ça paraît très technique, mais en fait, aussi, la politique européenne, c'est évidemment très politique. Hein, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne pour vous parler de ça, parce qu'il y a de la politique malgré tout à Bruxelles, et la politique peut être cachée dans des trucs un peu obscurs, hein, mais pourtant, c'est des trucs importants. Par exemple, quand je vous parle, je sais pas, pour reprendre un truc, quand je vous parlais récemment de la réforme des critères de stabilité, donc les règles l'interdiction pour les États d'avoir plus de 60% de dette publique, d'avoir plus de 3% de déficit budgétaire. Ça paraît technique, ça paraît chiant et tout, mais en fait, derrière, bah, vous avez plein de dynamiques politiques qui sont intéressantes à analyser derrière. Par exemple, bah, voilà, la dynamique des pays du Sud qui veulent dépenser plus d'argent et avoir une politique plus volontariste face aux pays, ce qu'on appelle les frugaux, ou les radins, suivant à qui vous parlez, qui sont les pays du Nord et l'Allemagne, qui eux sont des orthodoxes d'un point de vue budgétaire, qui eux ont des budgets qui doivent être carrés et ils veulent pas que les pays du Sud fassent péter la tirelire et qu'à la fin, ça soit les pays du Nord qui doivent raquer. Voilà, ça se lie à la crise grecque. Voilà, il y a plein de trucs très poétiques qui en fait se passent au final derrière ce qui se passe au niveau européen. Et quand il y a des textes européens qui sortent, c'est pas des trucs qui tombent du ciel comme ça, c'est la conclusion, ou du moins la suite d'un processus qui est lui-même politique, qui se passe tant à Bruxelles que dans les autres, dans les différentes capitales. Et les institutions européennes, particulièrement le Parlement européen et la Commission, assument de plus en plus d'être des acteurs politiques et d'avoir des priorités politiques. Là. Ça a été particulièrement... c'était déjà le cas avant, mais ça a été on va dire, de plus en plus assumé, notamment à partir déjà depuis le traité de Lisbonne, donc depuis 2009, et on va dire que l'apothéose, on va dire, de ça, c'est à partir de 2014, avec la commission Juncker, qui se revendiquait comme étant une commission politique, en disant, bah voilà, on n'est pas des gens qui parlent uniquement à Bruxelles, on est là pour présenter on a des priorités politiques, on a des objectifs politiques, et on doit agir en tant que tel. Et donc ça renforce le narratif politique de la politique européenne, y compris aujourd'hui. Différence de culture politique entre la France et l'Union européenne, bon, il a été très clair, hein, sur, voilà, Bruxelles, c'est une culture de compromis, ce qui n'est pas quelque chose qu'on connaît beaucoup en France, dans la politique française. C'est une approche très basée sur les coalitions, parce qu'au Parlement européen, par exemple, personne n'a la majorité, hein, donc vous avez toujours besoin, la droite parle toujours avec la gauche et vice-versa, même si les relations sont de plus en plus difficiles ces derniers temps, parce que il y a la tentation du centre droit d'aller un peu plus vers la droite, et la gauche d'aller un peu plus vers la gauche, donc ça rend les discussions un petit peu plus complexes pour les deux. De quoi d'autre on va parler? Alors, on a passé pas mal de temps pour expliquer ce que c'est que le Conseil européen, donc c'est l'institution qui représente les intérêts des États membres, donc les 27, hein, on appelle ça le Conseil en cours, mais le nom complet c'est le Conseil de l'Union européenne, ou le Conseil des ministres de l'Union européenne. Normalement, c'est chaque ministre de l'Union européenne qui se réunit. Par exemple, quand vous avez une réunion du Conseil sur le transport, bah, vous avez dans la salle les 27 ministres des transports des 27 États membres qui se réunissent. Voilà, c'est une combinaison de trucs très techniques, mais aussi politiques, et une institution, enfin, c'est même pas une institution, c'est un... Je sais même pas si c'est le titre d'institution, non, je pense pas que c'est le titre d'institution, le Conseil européen, donc c'est cette instance où vous avez les chefs d'État et de gouvernement. C'est pas les ministres, c'est Macron, Scholz, Pedro Sanchez, donc vraiment les big boss, les patrons des gouvernements européens qui se réunissent et qui ont pris un rôle de plus en plus important, qui est à la fois évanescent et extrêmement puissant. Dans le sens où leur rôle dans les traités, c'est en fait, ils sont là pour dire, pour donner les priorités politiques. Ils donnent la direction politique de l'Union européenne. C'est-à-dire, dire, voilà, l'Union européenne doit avancer plutôt dans cette direction, avoir telle priorité politique. Et derrière, la Commission va
tenir compte de ses priorités et va faire ce qu'elle va déterminer sa politique en fonction des priorités qui sont données par le Conseil européen. Donc quelque part, la Commission européenne prend une partie de ses ordres en fait vis-à-vis auprès des chefs d'État et gouvernements qui statuent à l'unanimité, hein, puisque c'est des décisions par consensus ou à l'unanimité. Et en même temps, c'est des institutions qui sont complètement détachées de l'équilibre institutionnel normal, hein. C'est-à-dire que la commission, elle est responsable devant le Parlement, le Conseil est une institution qui doit faire preuve de transparence, qui doit négocier avec le Parlement européen, le Conseil européen, donc ces chefs d'État, en fait, ils sont un peu en dehors de tout ça, tout en influençant ce qui va se passer dans les autres institutions. C'est-à-dire la Commission prend une partie de ses ordres auprès du Conseil européen, le Conseil des ministres prend évidemment ses ordres vis-à-vis du Conseil européen, et le Parlement européen, lui, se retrouve parfois à devoir dealer avec les conséquences ou les décisions d'un organe sur lequel ils n'ont pas de contrôle, ou qui ne doit leur rendre aucun compte. Il y a vaguement Charles Michel, donc le président du Conseil européen, qui vient au Parlement européen pour dire nous les chefs d'État gouvernement ont décidé de faire ceci et cela, mais ça s'arrête là. Il n'y a pas ils ne répondent pas auprès du Parlement européen. Le Parlement européen n'a pas d'interaction directe avec le Conseil, ce qui est quelque chose qui est assez critiqué et qui a beaucoup monté ces dernières années et qui tend à montrer, on va dire, la tendance intergouvernementale de l'Union européenne. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la politique européenne, l'Union européenne, en gros, il y a deux manières de fonctionner. Il y a la méthode d'intégration, c'est-à-dire toutes les compétences sont transférées aux institutions européennes qui, de manière autonome, vont définir leur politique. Et vous avez la méthode intergouvernementale, où en fait c'est les gouvernements des 27 qui vont décider de ce que l'Union européenne doit faire. Et le Conseil européen, donc cette réunion des chefs d'État, des chefs d'État et de gouvernement, c'est on va dire le truc le plus intergouvernemental que vous pouvez imaginer. C'est vraiment les 27 chefs d'État qui décident, c'est comme ça que ça va se passer, c'est la direction qu'on prend. Et le fait que ce Conseil européen prenne de plus en plus d'importance tend à montrer qu'il y a quand même une forte influence qu'on est dans une Union européenne très intergouvernementale et pas nécessairement très, très, très intégrée. Ce qui est paradoxal parce que l'Union européenne acquiert de plus en plus de compétences, mais sous le contrôle très ferme de ce que les chefs d'État et de gouvernement font. Donc c'est typiquement le genre de truc qui, quand on vous dit Bruxelles a imposé aux États, moyen, hein, c'est les États qui ont plutôt le contrôle sur ce que la Commission européenne fait. De quoi d'autre on va parler? Après, on a parlé de trucs intéressants, le lobbying, évidemment, hein, la tarte à la crème quand on parle quand on parle de politique européenne. Bon, vous le savez, hein, j'ai toujours été transparent sur ça. Hein. Dans le civil, je suis aujourd'hui lobbyiste. Hein, j'ai été assistant parlementaire, maintenant je suis lobbyiste. Hein, donc, et avant ça, c'était une de mes marottes. Hein, le lobbying, c'est un sujet que je trouve très important et très mal compris. Très important pour les raisons que Jean Comte a très bien expliquées, hein, puisque le rôle d'un lobby, hein, et encore une fois derrière l'étiquette lobby, faut mettre aussi bien, comme il le dit très bien, il y a dans ce qu'on appelle les lobbies, en fait, il y a quatre catégories d'acteurs. Il y a les entreprises, les relations professionnelles, ce que lui appelle les fédérations, les consultants, qui sont en gros les mercenaires de l'influence, et les ONG. Mais tout ça, c'est du lobbying. Hein. Quand une ONG dit non, je suis pas un lobby, non, une ONG, c'est un lobby. Hein. Leur boulot, c'est de faire de l'influence. C'est rien d'autre. Faut voir. Moi, je vois le lobbying comme une boîte à outils. Hein, c'est la boîte à outils de l'influence, et donc, une ONG utilise cette boîte à outils également, donc c'est des lobbyistes. Et donc, le but du lobbying, en fait, c'est d'abord, donner de l'information. C'est là le rôle du lobbying à Bruxelles, particulièrement, c'est l'information. C'est donner aux décideurs politiques les informations dont ils ont besoin, avec évidemment dans les intérêts de chacun qui sont derrière, mais ça, on va dire, tout le monde en est conscient. Hein. Je veux dire, quand un député rencontre un lobby qui lui dit ceci, il est parfaitement au courant que évidemment, il y a un intérêt qui est derrière. Et les lobbies sont en général transparents sur le fait que ils défendent des intérêts. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et c'est
quelque chose qui est important aussi d'un point de vue démocratique. Et c'est même reconnu par un certain nombre d'ONG que effectivement le lobbying c'est quelque chose qui est important démocratiquement. Pourquoi? Parce que autrement, vous avez des institutions qui sont complètement déconnectées du monde réel, hein, puisque encore une fois, il a bien dit, la Commission européenne, elle crée des lois, mais elle les applique pas, hein. C'est les États membres qui vont appliquer la loi, et donc du coup, il y a pas de contact vraiment entre la Commission européenne et le terrain. Pareil, les députés européens, ils ont pas vraiment un contact avec le terrain, etc. Donc du coup, le contact avec les lobbies, c'est une manière pour eux de ne pas être bloqués dans leur tour d'ivoire et d'avoir de l'information de l'extérieur pour alimenter leur travail et de savoir comment c'est. Parce qu'évidemment, tout aussi intelligent que les gens puissent être dans les institutions européennes, personne n'a la science infuse. Hein, très clairement, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de parler avec des gens pour acquérir une expertise technique, et derrière vous faire un avis et prendre des décisions politiques. Hein. Je veux dire, quand un député prend une décision, c'est une décision qui est prise sur le long des facteurs politiques et techniques. Hein. Vous avez besoin des deux. Si vous prenez une décision avec justement une seule des deux jambes, ça va pas bien fonctionner. Et donc du coup, voilà, le rôle des lobbies, c'est de donner cette information. Généralement, moi, quand je parle de ce que je fais en tant que lobbyiste, je dis voilà, mon rôle, c'est je vois mon rôle comme un rôle de traducteur en fait. C'est-à-dire que mon rôle, c'est de traduire ce que le terrain, on va dire, les gens que je représente disent, et je le traduis dans un langage et d'une manière que des décideurs politiques peuvent comprendre. Et à l'inverse, je traduis ce que des décideurs politiques me disent d'une manière que mes membres, etc., les gens qui sont sur le terrain, qui sont pas dans la politique, puissent comprendre. Donc voilà, moi je suis un peu l'intermédiaire, je suis la courroie de transmission entre les deux. Parce que sinon, les deux vont pas se comprendre et ça marche pas. Donc c'est évidemment quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il a dit qui était intéressant? Plein de choses intéressantes, évidemment. Sur les ONG qui sont assez influentes, il dit, effectivement, dans certains domaines, surtout là où elles ont la capacité de faire de la communication. Là où je mettrais non, pas à contraire, parce que je suis d'accord avec lui, mais où je préciserais, c'est que l'influence pas des lobbies, des ONG varie aussi non seulement selon les sujets, mais aussi selon les institutions. Dans le sens où les ONG, typiquement, vont être le plus influentes auprès du Parlement européen et le moins influentes auprès du Conseil. Parce que, du fait de leur nature, le Parlement européen, ils sont censés représenter les citoyens, c'est des gens qui doivent derrière se faire élire, qui doivent faire de la communication, etc., etc. Et donc, du coup, une campagne de communication faite par des ONG a potentiellement beaucoup plus d'impact sur le Parlement européen, sur les parlementaires. Ils peuvent bouger à cause d'une campagne de communication qui est faite par des ONG. Alors qu'à côté, le Conseil, c'est des diplomates, ils s'en foutent royalement. Concrètement, une campagne Greenpeace fait une campagne va faire une manifestation devant le Conseil, ils s'en foutent royalement, le Conseil. Et voilà, comme tu dis dans le chat, les ONG n'ont pas vraiment de contact avec le Conseil. Et les contacts, ils peuvent les avoir avec les ministères, mais en fait, ça va être plus on repasse dans le côté partage d'informations. Ils vont donner des informations aux experts techniques de la commission, c'est-à-dire les experts des ministères. Ils vont dire voilà, nous, c'est ce qu'on observe en termes de tendance, etc. Mais derrière, sur de la communication plus politique, le Conseil s'en fout royalement, parce que c'est les États membres, c'est les ministères, les décisions vont se prendre dans les ministères, par les gouvernements, etc. Donc les ONG ont peu de levier d'influence sur le Conseil. La Commission, c'est un entre-deux. Hein, puisque sur certains sujets, la Commission veut aussi atteindre l'équilibre, etc., etc. Elle veut pas se prendre une campagne de communication qui serait négative. Donc il y a un entre-deux, on va dire, au niveau de la Commission, même si probablement, suivant les sujets, encore une fois, hein, et suivant les commissaires et tout, hein, parce qu'effectivement, la couleur politique des commissaires et leurs priorités peut aussi influencer qui ils vont davantage écouter. Mais la Commission va peut-être tendre un petit peu plus vers, on va dire, le corporate, en schématisant, hein. Le corporate, c'est pas vraiment une catégorie, mais on va dire les entreprises, les fédérations, on va dire ceux qui représentent, on va dire, les intérêts économiques, plutôt que les ONG. Et le Parlement européen est celui qui va être le plus susceptible d'être influencé par les ONG, parce que
ils doivent rendre des comptes aux citoyens, ultimement. Donc ça, c'est aussi une dimension qui est à prendre en compte, et sur lesquelles les ONG sont très fortes dans leur manière de fonctionner. Donc souvent, les ONG, déjà, elles n'aiment pas se présenter comme lobbyistes. Elles détestent une ONG, si on leur dit que c'est des lobbyistes, elles détestent ça. Hein. Elles disent non, on ne fait pas du lobbying, on fait de l'advocacy. C'est pas la même chose, on n'est pas des lobbyistes. Ce qui, bon, c'est de la com, encore une fois, hein, une ONG c'est un lobby. Hein, quoi qu'on puisse vous dire, quel que soit le jugement, sans jugement de valeur, hein, une ONG c'est un lobby, hein, peu importe ce qu'elle représente. Et j'allais dire un autre truc après en lien à ça, avec ça. Merde, j'allais dire un truc intéressant. Je veux pas vous priver. Elles font de l'advocacy. Merde, j'ai oublié mon truc. Désolé, ça va me revenir plus tard. Je suis fatigué. La semaine a été longue. Et toujours pas fini. Oui, voilà, donc elles sont quand même assez influentes, hein, au final. Elles peuvent être très influentes, les ONG, et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Pas de loi sur le lobbying, mais il y a un registre de transparence, effectivement, qui n'est pas obligatoire. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer ce que c'est que tout ça. Ne paniquez pas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble le registre de transparence, comme ça on peut voir ça. Alors attendez, registre de transparence, et après je vous montre comment ça fonctionne. Dégage, registre de transparence. On va passer à ici. Est-ce que tu vas marcher? Ouais, tu marches très bien, parfait. Donc ça, hop, c'est le registre de transparence pas du Parlement européen, des institutions européennes. Hein, c'est un truc qui est partagé entre la Commission européenne et la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil. Le Conseil ne fait pas grand-chose dedans. Mais voilà, c'est en gros à ça que ça ressemble. Alors non, en fait, c'est voilà, ça, c'est le registre de transparence. Voilà. Donc voilà, vous pouvez chercher, je sais pas, tiens, on parlait des ONG. Regardons Greenpeace. Voilà, Greenpeace est enregistré. Tac. Voilà, Greenpeace European Unit. Donc c'est Greenpeace qui s'enregistre. Donc ils ont un numéro. Allez, cherche-toi. Donc voilà, ils avaient le nom, ils ont un numéro d'identification qu'ils mettent à la fin de leurs emails, avec tout un tas d'informations. Voilà, quel type d'organisation ils ont, leur site internet, leur adresse, les gens qui travaillent dedans, leurs objectifs, les législations sur lesquelles ils travaillent. Donc il y a plein d'informations qui sont dedans, les budgets, les gens qui travaillent dedans, blablabla. Et vous avez... il a dit combien? 14 000 combien? Alors attends, Home, de bien avoir les informations. Voilà, au jour d'aujourd'hui, il y a 12 219 enregistrés dans le registre de transparence européen. Donc c'est une relation de tout type. Hein. Et vous voyez que voilà, dans la proportion, vous avez, allez, on va dire... les deux tiers qui représentent soit des intérêts de clients ou entreprises ou intérêts sectoriels. Et vous avez à peu près un tiers qui représente des ONG, entre guillemets, hein, d'une manière générale. Et donc, du coup, vous avez plein d'informations sur tout ça. Et être là-dedans, ça vous ouvre potentiellement des portes, notamment à la Commission européenne, si vous voulez rencontrer des gens qui sont haut placés. Et même alors, les députés n'ont pas d'obligation, hein, encore une fois, d'aller rencontrer des gens qui sont enregistrés dans le registre de transparence, à cause de ce qu'on appelle le principe de liberté du mandat. C'est-à-dire qu'un député européen, pour représenter les citoyens européens, pour exercer son mandat, on ne peut pas lui exercer de pression sur lui. Il doit être libre de faire ce qu'il veut, grosso modo. Donc s'il estime nécessaire pour son mandat de rencontrer tel organisme, et ben il doit pouvoir le rencontrer parce que c'est son job. S'il estime que c'est nécessaire, ben voilà, on peut pas lui interdire. Et donc c'est pour ça que déjà aujourd'hui les députés n'ont pas d'obligation de rencontrer uniquement les gens qui sont dans le registre de transparence, et ils ne veulent pas. Beaucoup de députés ne veulent pas parce qu'ils verraient ça comme une atteinte à leur liberté de mandat, et aussi objectivement parce que vous pouvez avoir des bonnes raisons de ne pas être dans le registre de transparence. Je vous donne un exemple tout con. Vous êtes, je sais pas, une entreprise, vous êtes n'importe quoi qui est actif uniquement en France. Votre territoire, c'est la France. Vous allez pas faire du lobbying à Bruxelles, ou alors vous allez peut-être en faire une fois tous les 5-10 ans. Vous n'allez pas vous emmerder
à aller vous enregistrer sur un registre de transparence, l'updater tous les ans pour un truc où en fait vous y allez jamais. Et pareil, un député qui va dans sa circonscription, qui rencontre une entreprise locale, il va pas exiger de l'entreprise locale qui va lui dire voilà moi c'est ça qui me pose problème, j'aimerais bien qu'il y ait tel changement au niveau européen. L'entreprise locale va pas aller s'enregistrer sur le registre de transparence pour pouvoir parler à un député dans sa propre circonscription. Donc vous pouvez avoir des raisons qui sont objectivement légitimes de ne pas être enregistrés. Tout n'est pas c'est des gens qui veulent rester dans l'ombre et influencer de l'ombre. Il peut y en avoir, on va pas se mentir, il y a des trucs louches, il peut s'en passer, il s'en passe très clairement, mais tout n'est pas nécessairement mal intentionné quand on n'est pas dans le registre de transparence. Et donc du coup les députés doivent avoir le droit de rencontrer tous ceux qui ont envie. La seule obligation qu'ils ont, c'est certains députés, ceux qui sont présidents de commission parlementaire, ceux qui sont rapporteurs, donc en gros les chefs de file sur un dossier, ceux qui sont qui vont écrire un rapport parlementaire, qui vont diriger les négociations sur un rapport parlementaire, et ce qu'on appelle les shadow rapporteurs, donc les représentants des groupes politiques sur chaque dossier. Eux, ils ont l'obligation de documenter les gens qu'ils rencontrent sur un dossier. Par exemple, un député et rapporteur, il est désigné comme responsable, je sais pas, d'une législation tiens, on parlait de banque, sur une législation bancaire, et lui, en tant que rapporteur, il devra mettre sur le papier, dans le cadre de ce rapport, j'ai rencontré un tel, enfin telle organisation, telle organisation, telle organisation. Et pareil, tous les représentants des groupes politiques qui travaillent sur ce dossier-là vont devoir aussi documenter de qui est-ce qu'ils ont rencontré dans le cadre de leur du suivi de ce dossier-là. Et ce truc-là va être derrière rendu public. Mais au-delà de ça, un député autre peut rencontrer qui il veut, il n'a pas d'obligation de documenter. Il a la possibilité, s'il le souhaite, vous pouvez, si vous allez... attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, Parlement européen. Hop, attendez, je repasse ici. Parlement européen, on va aller dans député. Liste exhaustive. Allez, on va aller en H. On va prendre quelqu'un au hasard. Tac, 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 tac. Alors, quelqu'un qui n'est pas non inscrit. Tiens. Madame Alicia Holmes-Guinel, que je ne connais pas. Que je ne connais pas du tout. Donc, vous voyez, c'est une députée espagnole socialiste. Et donc, vous voyez, vous pouvez... Donc, ça, c'est sa page publique sur le site du Parlement européen. Si vous allez dans l'onglet Réunion, tac, Réunion passée, alors on va voir si elle fait. Voilà, elle, volontairement, elle met les rendez-vous qu'elle a eus, ou que son équipe a eu, dans le cadre de son mandat. Vous voyez que, par exemple, son assistant parlementaire, APA, ça veut dire assistant parlementaire, merci pour le follow, Mildred. Et voilà, ils ont rencontré, voyons voir, qui est-ce qu'ils ont rencontré? Quelqu'un d'une institution qui s'appelle Shake Robotics, sur le sujet de Digital Education and Training among EU Citizens, donc l'éducation et la formation des citoyens européens. Là, quelqu'un sur les stages dans l'Union Européenne, pareil, ils ont rencontré quelqu'un de la Trade Union Federation. Merci pour le follow, Magic Patrick. Donc voilà, vous avez, s'ils ont envie, parce qu'encore une fois, ça n'est pas obligatoire, même s'il y a de plus en plus de pression pour le faire, mais du coup, vous avez une possibilité de faire tout ça. C'est récent, moi à l'époque où j'étais assistant parlementaire, ce truc-là n'existait pas. Ça n'existait pas, c'était même pas possible pour les députés qui le voulaient de le mettre sur leur page parlementaire. Moi je me rappelle, j'avais déjà à l'époque, le lobbying c'était une de mes marottes, et j'avais convaincu mon député de le faire en fait. Donc tous les mois, et on s'était pas du tout, mais alors pas du tout couleur locale. Voilà, moi je travaillais pour un député PPE, donc en gros ce qui est aujourd'hui LR. C'était pas du tout couleur locale d'indiquer ses rendez-vous. Et donc du coup, nous, sur notre page d'interaction, sur la page une page du site internet de mon député, on avait tous les mois, je mettais les organisations qu'on avait rencontrées dans le cadre du mandat. Et il n'y avait aucune obligation, il n'y avait rien qui nous y obligeait. C'était, j'avais convaincu mon député que c'était important de le faire, que ça n'était pas négatif, etc., etc. Et donc du coup, il a dit, ok, très bien, on fait ça. Et donc tous les mois, moi, je mettais à jour mon petit registre de transparence, alors qu'il n'est pas dans un tel niveau de détail. Moi, j'avoue que j'avais
Je mettais juste, voilà, quelle commission parlementaire était concernée, l'organisation qui était concernée, et qu'on avait rencontré, et c'était tout. Mais même si j'avais voulu, j'aurais pas pu le mettre sur le site du Parlement européen. Donc, du coup, à l'époque, on avait travaillé un peu sur les questions de transparence, et on avait défendu l'idée que les députés européens puissent faire ça. Je sais plus si on voulait rendre ça obligatoire. Je pense pas qu'on avait demandé à rendre ça obligatoire, sauf pour les rapporteurs, etc. Bon, mais on a demandé pour que la possibilité soit ouverte. Parce que voilà, on estimait que c'était important d'un point de vue de transparence. Mais voilà, tout ça pour vous dire, vous avez la possibilité éventuellement, vous, si vous êtes intéressé, bah voilà. Tiens, donnez-moi un nom de député français, européen français. Là, si vous avez envie de voir si quelqu'un a rencontré, qui a rencontré qui. Je vais vous montrer la liste des députés. Peut-être que vous ne me connaissez pas. Canfin. Alors, Pascal Canfin. Bam. Pascal Canfin. Donc, député Renew. Il est président de la commission de l'environnement. Alors, Canfin. Pas Pascal? Pascal, oui, pas ça. Pascal Canfin. Alors, attends. Recherche avancée. On va aller dans Renew. On va aller dans France. France. Hop, allez, on va le trouver là-dedans. Où es-tu, Pascal? Pascal Canfin, hop. Pascal Canfin, oui, vous avez sa page. Il est président de la commission parlementaire de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Donc lui, il a une obligation absolue d'enregistrer toutes ces réunions. Donc pour le coup, lui, il n'a pas le choix, hein, c'est obligatoire. Alors, réunion passée. Donc vous voyez, voilà, toutes les réunions qu'il a fait. Alors, il a fait pas mal de réunions sur Green Finance, là, dernièrement. Il a fait un rendez-vous à Paris en avril avec The Shift Project. En tant que lui-même, hein, il l'a pas fait en tant que rapporteur. Il a fait un autre rendez-vous avec l'association des consommateurs européennes, pareil à Paris. Donc voilà, vous avez plein de trucs. Alors Green Deal, Green Finance, bon, évidemment il est commission parlementaire de l'environnement. Évidemment, il va y avoir beaucoup de trucs sur le Green Deal, Green Finance, etc. On va dire que c'est couleur locale. Hein, très clairement, c'est couleur locale. Donc il a l'air de mettre ça à jour une fois par mois. Ouais, parce que ça a l'air d'être mensuel. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous avez envie de voir qui est-ce que vos députés rencontrent, bah vous avez la possibilité de trouver ça. Je sais pas si c'est possible au niveau français. Si à l'Assemblée nationale, ils ont un truc équivalent. Il y a la haute autorité sur la transparence, qui est un truc au niveau européen, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il y en a qui demandent à ce que ça soit instauré, notamment chez les Français. Mais je sais pas s'il y a la possibilité pour de savoir qui les députés rencontrent. Faudra que je demande à Jean à l'occasion. Hop. Donc voilà. Alors hop, je retourne sur mon truc. Hop, ici. De quoi on a parlé? Oh, merde, j'ai foutu de l'eau partout sur ma chemise. J'avais pété ma meilleure chemise pour contexte. Pas du tout, hein. Je revenais juste du boulot, j'ai pas eu le temps de me changer. Est-ce que de vos côtés, il y a des sujets que vous voulez que j'explique davantage? Parce que sinon, moi, le lobbying, je vous dis, on peut se lancer dans 2 heures de discussion. Je ne m'ennuierai pas, mais c'est à vous de me dire. Qatargate, bon, on a été assez clair. Le Ouzou, j'avais prévu d'en parler, mais comme on a quand même pas mal discuté à la fin sur le fait que, d'un point de vue de lobbyiste, c'est important de savoir qui fait quoi à la Commission européenne pour savoir à qui tu dois aller parler, parce que sinon, voilà, si tu connais pas déjà les gens en place, tu peux pas faire passer des messages, tu peux pas aller faire prendre conscience à la Commission. Voilà, il y a peut-être des conséquences de ce que vous faites sur nous que vous n'avez peut-être pas envisagé, etc. Curry Day, ouais. Dernière chance, allez, dernière chance si vous avez des questions. Sinon, je vais conclure gentiment pour ce soir et je vous donne le programme pour la suite de la semaine et la semaine prochaine. Ouais, j'ai déjà un programme pour la semaine prochaine. Donc, dernière chance si vous avez une question brûlante, un sujet que vous voulez que je discute. Hop. C'est votre moment. Sinon, on conclut.
Non, pas d'inspiration. Eh ben écoutez, c'est très bien. Du coup, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié l'interview de ce soir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à follow, hein, c'est toujours fort apprécié. Si vous avez un Prime qui traîne, vous pouvez même me lâcher un Prime, c'est encore plus apprécié, ça aide beaucoup. Bien sûr, je buguais un peu. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, hein, évidemment, Twitter, Discord, TikTok. J'ai un TikTok maintenant. Hein, je push un peu le TikTok, hein, je viens de le lancer, donc allez jeter un coup d'œil sur ce que je fais sur TikTok. Donc suivez-moi sur tous ces réseaux, c'est là où je donne les informations et tout machin. Prochaine fois que je vous retrouve, vendredi à 18h. Ouais, vendredi 18h, on se retrouve pour une revue de presse en français. Donc on fera le tour de l'actualité de la semaine. Et ensuite, ça sera la semaine prochaine où je vous retrouverai. Merci pour le follow, Mubzor, ouais. Merci pour le follow. Et sinon, la semaine prochaine, on se retrouvera pour une interview. Ça sera en anglais cette fois avec un député PPE irlandais, donc centre droit irlandais. Et il y aura des revues de presse, mais ça, j'ai pas encore décidé de quelle date exactement. C'est pour ça que je vous dis, allez me suivre sur Twitter, Discord. C'est là qu'il y a les informations. C'est là que je fais des mèmes, hein, si vous voulez rire un peu. Si jamais je vous emmerde un peu trop avec mes explications sur la politique européenne. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous retrouve vendredi, j'espère. Ou sinon, bah, à un autre moment. À bientôt tout le monde. Ciao.